parce que j'ai pensé que, s'il était de ton sang, il était digne de confiance. Sa voix s'est brisée. J'ai signé. J'ai vendu ma maison, j'ai retiré mes économies de la banque, les économies de toute ma vie, et je lui ai tout donné. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Lui ai-je demandé, même si j'imaginais déjà la réponse. Fausto a ouvert les yeux. Ils étaient rouges, pleins de rage et de tristesse. Rien. Au début, tout semblait bien se passer. Dario m'envoyait des rapports, des photos de chantier. Mais après 6 mois, il a cessé de répondre à mes appels. Je suis allé à l'adresse de l'entreprise. Elle n'existait pas. Un bureau loué pour 1 mois, vide. Je suis allé voir les terrains où nous étions censés construire. Des terrains vagues. Quand j'ai finalement réussi à joindre Dario, il m'a dit qu'il y avait eu des problèmes, que le financement gouvernemental était tombé à l'eau, qu'il avait tout perdu, qu'il était vraiment désolé. Et il a disparu. Fausto a porté ses mains à son visage. J'ai essayé de le poursuivre en justice, mais les documents que j'avais signés avaient été altérés. Ma signature était là, mais le texte alentour était différent. Il disait que je lui avais prêté l'argent comme un don, sans attente de retour, sans garantie. Mon avocat m'a dit que c'était inutile, que j'avais été escroqué professionnellement. Je manquais d'air. Tu es en train de dire que Dario t'a escroqué exprès ? Que tout était planifié ? Fausto a hoché la tête. Au début, je n'ai pas voulu le croire. J'ai pensé qu'il y avait peut-être eu de vrais problèmes. Mais ensuite, j'ai commencé à enquêter et j'ai trouvé des choses, Miguel. Des choses qui m'ont fait comprendre que ton fils ne travaillait pas seul. Il s'est levé, est allé vers une petite armoire, a sorti une boîte à chaussures et l'a posée sur la table devant nous. Elle était pleine de photos, de documents, de coupures de presse. « Regarde ça », m'a-t-il dit en sortant plusieurs photos. C'étaient des clichés d'événements mondains, de galas, de dîners, et sur tous, Dario était là. Toujours élégamment vêtu, toujours un verre à la main, et toujours avec Céleste à ses côtés. Elle apparaît sur toutes. Et regarde ici. Il a sorti une autre photo. Céleste parlait avec un homme en costume. Cet homme est le licenciado Berenice, un avocat connu pour défendre les escrocs et les blanchisseurs d'argent. Que fait ta belle-fille à lui parler ? Sur chaque image, Céleste était toujours près de Dario, mais sans jamais le regarder. Toujours à regarder autour d'elle, calculant, comme une prédatrice étudiant sa proie. « Il y a plus », a dit Fausto. « J'ai engagé un détective privé avec le peu qui me restait. Nous avons découvert qu'avant de connaître ton fils, elle avait été impliquée dans des affaires similaires à Guadalajara. Un homme d'affaires âgé a tout perdu après l'avoir épousé. À Monterrey, un veuf possédant des biens a signé des papiers qui l'ont laissé sans rien. Toujours le même schéma, toujours la même stratégie. Il m'a montré des coupures de presse, des articles sur des fraudes, des escroqueries matrimoniales. Dans 2 d'entre eux, bien que son nom n'y figurât pas directement, les descriptions correspondaient. Femme, architecte, issue d'une famille aisée. C'est une escroc professionnelle, Miguel, et ton fils est son instrument. Sais-tu ce qui m'a le plus blessé dans tout ça, Miguel ? A repris Fausto. C'est qu'un jour, environ 6 mois après qu'il m'a pris l'argent, je l'ai vu dans la rue par hasard. Je suis sorti de cet appartement misérable et je l'ai vu descendre de sa BMW. J'ai couru vers lui, je lui ai crié dessus, et sais-tu ce qu'il a fait ? Sa voix tremblait. Il a pleuré. Il s'est mis à genoux au milieu de la rue et il a pleuré. Il m'a demandé pardon. Il m'a dit qu'il ne voulait pas le faire, qu'elle l'avait forcé, que s'il ne faisait pas ce qu'elle disait, il perdrait sa fille, que Céleste avait menacé de lui retirer la garde, qu'elle avait de fausses preuves de sa violence, qu'elle le tenait piégé. Fausto a essuyé ses larmes. Ton fils n'est pas mauvais, Miguel. Il est piégé, contrôlé, manipulé, et elle l'utilise pour détruire des gens. Je suis resté silencieux, assimilant tout cela. Mon fils, mon Dario, prisonnier d'une femme qui l'utilisait comme une arme. Pourquoi ne m'as-tu pas cherché ? Pourquoi as-tu disparu ? Il a baissé les yeux. Parce que j'avais honte, Miguel. Honte d'avoir été si naïf. Et parce que je craignais que tu ne croises que je voulais te monter contre ton fils. J'ai perdu ma maison. Ma femme est partie en emmenant les enfants. Je me suis retrouvé seul, sans argent,
sans famille, sans rien. Quand j'ai finalement rassemblé le courage de te chercher, je suis allé chez Dario, pensant qu'il saurait où te trouver. Et cette femme m'a chassé comme si j'étais un déchet. Sa voix est devenue un murmure. J'ai pensé à tout abandonner, Miguel, plus d'une fois. Mais quelque chose m'a retenu, l'espoir de pouvoir un jour te prévenir avant qu'elle ne te fasse la même chose. J'ai sorti mon portable et lui ai montré la vidéo que j'avais enregistrée devant la maison de Dario. Fausto l'a regardée en entier. Son visage est devenu pâle. « Mon Dieu », a-t-il murmuré. « Ils vont recommencer, mais cette fois, c'est bien pire. À moi, ils n'ont pris que de l'argent. À toi, ils veulent faire du mal de façon permanente. » Fausto s'est levé, est retourné à la boîte à chaussures et en a sorti une enveloppe Kraft propre. « Ceci est arrivé chez moi il y a 2 semaines, » m'a-t-il dit en me la tendant. Je n'ai pas eu le courage de l'ouvrir. Ton nom est écrit dessus. Je crois que quelqu'un savait qu'ils allaient te trouver, ou que tu allais me trouver. J'ai regardé l'enveloppe. Effectivement, mon nom y était écrit à la main, d'une écriture que je ne reconnaissais pas. Je l'ai ouverte avec des doigts tremblants. À l'intérieur, des photos d'une petite fille. En bar, au parc, à l'école, jouant seule. Sur toutes les photos, elle était seule, sans amis, sans sourire. Et il y avait une note tapée à l'ordinateur. « Ta petite fille mérite de connaître la vérité. Elle mérite de savoir qui est son vrai grand-père, pas le monstre qu'on lui a dépeint. Si tu veux la sauver, sauve ton fils d'abord. » Mes mains tremblaient tellement que les photos sont tombées par terre. Fausto les a ramassées en silence. « Qui a envoyé ça ?» ai-je demandé d'une voix brisée. « Je ne sais pas », a-t-il répondu. Il n'y avait pas d'expéditeur. Mais celui qui l'a envoyé sait tout, Miguel. Il sait ce qu'ils te font, il sait pour la petite, et il essaie de t'aider. J'ai regardé les photos une par une. Ma petite fille. La petite fille que je n'avais jamais connue. Sur l'une d'elles, elle était assise sur une balançoire, seule, les yeux vers le sol, avec une tristesse qu'aucun enfant ne devrait connaître. « Fausto », lui ai-je dit en levant les yeux, « j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu m'aides à sauver mon fils, à sauver ma petite fille et à arrêter cette femme avant qu'elle ne détruise d'autres vies. » Fausto me regarda longuement, puis hocha la tête. « Dis-moi ce dont tu as besoin, » dit-il, « et je le ferai, même si c'est la dernière chose que je fais de ma vie. » Je quittai l'appartement de Fausto avec les photos d'Ambar dans la poche et un poids énorme sur la poitrine. Il était 11 heures du matin. Le soleil tapait fort. Les rues du centre-ville étaient remplies de familles allant à la messe, d'enfants qui couraient, de couples mangeant des glaces. Et moi, je marchais parmi eux comme un fantôme. Rosa m'avait donné le numéro d'une de ses amies, Lupita, une femme qui travaillait comme employée de maison dans le même quartier où vivait Dario. « Elle sait des choses », m'avait dit Rosa. « Lupita nettoie la maison des voisins et les voisins voient tout. » J'ai composé le numéro depuis ma voiture. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Je lui ai expliqué qui j'étais. Un long silence. « Venez chez moi », me dit-elle finalement, « mais venez seul et ne dites à personne où vous allez. » J'arrivai chez Lupita près du marché. C'était une petite femme d'une 50aine d'années. Nous nous sommes assis avec un café. « Parlez-moi d'Ambar », lui demandai-je. Lupita regarda par la fenêtre. Cette petite fille est une âme en peine. Elle a 7 ans, mais on dirait qu'elle porte le poids du monde. Je nettoie la maison de Madame Gertrudis, la voisine d'à côté de chez votre fils. Elle est retraitée, veuve, et passe toute la journée dans son jardin. Et elle m'a raconté des choses. Lupita sortit son téléphone portable. Madame Gertrudis a Facebook, Instagram, et met en ligne des vidéos de tout, des fleurs, des anniversaires qu'elle voit depuis son jardin. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Avez-vous des vidéos de ma petite fille ? Lupita a hoché la tête. Plusieurs. Au cours des 3 dernières années, les anniversaires d'Ambar ont eu lieu dans le jardin, et Madame Gertrudis les a enregistrés sans le vouloir. Ou peut-être en le voulant, je ne sais pas. Elle me tendit le téléphone. Regardez, c'est le 5e anniversaire de la petite, il y a 2 ans. J'ai appuyé sur lecture avec des doigts tremblants. La vidéo a commencé. On y voyait un jardin décoré de ballons roses, une table avec un gâteau de princesse, des enfants qui couraient. J'ai cherché Ambar,
Je l'ai trouvée assise, seule dans un coin, vêtue d'une robe rose vif, avec une couronne en carton, mais le visage le plus triste que j'ai jamais vu chez un enfant. Une femme s'est approchée d'elle. « Ambar, pourquoi ne joues-tu pas avec les autres enfants ?» La petite ne répondit pas. Elle regardait seulement vers une fenêtre du 2e étage. « Où est ton grand-père » demanda une autre voix hors champ. « Une petite fille. Pourquoi ton grand-père n'est-il pas venu à ton anniversaire ?» Et alors j'entendis la voix d'Ambar, petite, brisée, pleine de douleur. « Je n'ai pas de grand-père. Mon papa dit que mon grand-père n'a jamais voulu me connaître, qu'il est méchant, que je ne lui importe pas. » La vidéo continuait, mais je ne pouvais plus voir. Les larmes me brouillaient la vue. Lupita m'a retiré le téléphone des mains avec douceur. « Il y en a d'autres, » me dit-elle, « mais je ne sais pas si vous voulez les voir. » J'ai pris une profonde inspiration et essuyé mes larmes. « Montrez-les-moi. J'ai besoin de tous les voir. » Elle m'a montré une autre vidéo. Le 6e anniversaire, l'an dernier. Plus grand, plus décoré. Mais Ambar était toujours pareil, seule, triste. À un moment, Dario s'approchait d'elle, la prenait dans ses bras, lui donnait un baiser sur le front. « Pourquoi es-tu triste, mon amour ?» Et Ambar, les larmes aux yeux, « Parce que tous mes amis ont des grands-pères. Et pas moi, parce que mon grand-père ne m'aime pas. » Dario la serrait dans ses bras, mais je voyais son visage, la culpabilité, la douleur et quelque chose de plus, la peur. Mon fils avait peur. « Monsieur Miguel, » me dit Lupita d'une voix douce, « cette petite fille n'est pas seulement triste parce qu'elle ne vous connaît pas. Elle est triste parce qu'il se passe des choses dans cette maison que les enfants ne devraient ni voir ni entendre. Madame Gertrudis dit que la nuit, on entend des cris, des disputes, des pleurs, et parfois, elle voit la petite fille éveillée à sa fenêtre à 2 heures du matin, seule, regardant dehors comme si elle voulait s'échapper. Je sentis que l'air me manquait. Pourquoi personne n'a rien fait? Pourquoi personne n'a appelé les autorités? Lupita baissa les yeux. Parce que Madame Céleste a des contacts et les gens ont peur. Madame Gertrudis a essayé une fois. Elle a appelé les services sociaux. Ils sont venus enquêter, mais la Señora Céleste les a reçus avec un sourire, leur a montré une maison parfaite, une petite fille propre et bien habillée, et les a convaincus que tout allait bien. Ensuite, elle est allée chez Madame Gertrudis et l'a menacée. Je me suis levé. J'ai besoin de voir Ambar. J'ai besoin de la voir de mes propres yeux. Lupita m'a attrapé le bras. Vous ne pouvez pas aller à la maison. Madame Céleste vous verra, et ce sera pire pour vous, pour la petite, pour tout le monde. J'ai réfléchi rapidement. Où va-t-elle à l'école? Lupita a hésité. Collegio Santa Maria, à 3 pâtés de maison de chez elle. Elle a regardé sa montre. Les lundis, ils ont cours jusqu'à 14 heures, et avant la sortie, ils ont une récréation. Je l'ai remerciée. Je lui ai donné 500 pesos qu'elle ne voulait pas accepter, mais a finalement rangé dans la poche de son tablier. « Prenez soin de vous, monsieur Miguel », m'a-t-elle dit à la porte, « et prenez soin de cette petite, car si vous ne le faites pas, personne ne le fera. » Je suis arrivé au Collegio Santa Maria à 13h30 le lundi. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, sous un arbre qui donnait de l'ombre. À 13h pile, une cloche a sonné et les enfants ont commencé à sortir, des dizaines d'entre eux courant, criant, jouant. J'ai cherché Ambar parmi tous ces enfants heureux, et je l'ai trouvée. Elle est sortie en marchant lentement, seule, avec l'uniforme impeccable, les cheveux attachés en 2 tresses parfaites, le sac à dos pendant de ses petites épaules. Les autres enfants passaient en courant à côté d'elle et elle ne les regardait pas. Elle a marché vers un banc vide au fond de la cour, s'est assise, a sorti un livre de son sac et s'est mise à lire, seule, pendant que tous les autres jouaient. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. C'était ma petite fille, l'enfant qui portait mon sang, l'enfant qui devrait rire, jouer, être une enfant. Et elle était seule parce que quelqu'un lui avait volé son enfance. Je l'ai observée pendant 20 minutes. Pendant tout ce temps, aucun enfant ne s'est approché d'elle. De temps en temps, elle levait les yeux et regardait les autres avec une tristesse si profonde que j'avais envie de courir vers elle, de l'embrasser, de lui dire qu'elle n'était pas seule, qu'elle avait un grand-père qui l'aimait sans la connaître. Mais je ne l'ai pas fait.
Si je le faisais, Céleste le saurait, et je ne savais pas ce qu'elle ferait. Alors j'ai vu une maîtresse s'approcher d'un bar. Elles ont parlé. La petite a secoué la tête. La maîtresse a insisté. Ambar a fermé son livre, s'est levée et elles ont marché toutes deux vers le bâtiment de l'école. J'étais sur le point de partir quand quelqu'un a frappé à la vitre de ma voiture. J'ai sursauté. C'était la maîtresse. Elle m'a fait signe de baisser la vitre. « Excusez-moi », m'a-t-elle dit. Elle était jeune, une trentaine d'années, avec des lunettes et un visage aimable. « Êtes-vous un membre de la famille d'Ambar Romero ?» Je suis resté figé. Si je disais oui, ils appelleraient peut-être Céleste. Si je disais non, je perdrais l'occasion de savoir ce qui se passait. « Je suis son grand-père », ai-je dit finalement. La vérité, simple et douloureuse. La maîtresse m'a regardé avec un mélange de surprise et de soulagement. Dieu merci, j'avais besoin de parler à quelqu'un de la famille, quelqu'un qui ne soit pas les parents. Elle a baissé la voix. « Monsieur, cette petite a besoin d'aide. Je lui enseigne depuis 3 mois et j'ai vu des choses qui m'inquiètent. Des ecchymoses sur les bras qu'elle dit être dues au jeu. Mais je sais que non. Une fatigue extrême, comme si elle ne dormait pas bien. Et toujours elle est seule. Elle n'a pas d'amis, ne parle à personne. Et quand je pose des questions sur sa famille, elle se met à pleurer. Avez-vous parlé à ses parents ? La maîtresse a hoché la tête. 3 fois. Et les 3 fois, Madame Céleste est venue. Très élégante, très aimable, expliquant qu'Ambar est sensible, qu'elle a des problèmes de socialisation, qu'ils y travaillent avec des psychologues. Mais moi, je ne la crois pas. Je crois que des choses se passent chez elle que la petite ne dit pas, et j'ai besoin que quelqu'un fasse quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Elle m'a donné une carte avec son nom. Professeur Jimena Saldana. Appelez-moi si vous avez besoin d'un témoignage, si vous avez besoin d'aide, quoi que ce soit. Mais s'il vous plaît, aidez cette petite. Si vous ressentez la même chose que moi à ce moment-là, ne partez pas. Laissez votre like et commentez. Parfois, nous avons besoin de savoir que nous ne sommes pas seuls dans cette douleur. Je suis rentré chez moi cet après-midi-là, avec la carte de la professeure dans la poche et un plan qui prenait forme dans ma tête. J'avais besoin de preuves réelles, de documents, de contrats, quelque chose qui montrerait le plan complet de Céleste et que personne ne pourrait nier. Les témoignages ne suffisaient pas, les vidéos non plus. Je me suis assis à la table de la cuisine avec un vieux carnet et j'ai commencé à tout écrire. Rosa m'avait parlé des documents, Fausto, des escroqueries précédentes, Lupita, d'Ambar, la professeure, des ecchymoses. Mais tout était circonstanciel. Il me fallait la preuve décisive, celle qui ne laisserait aucun doute. J'étais si concentré que lorsque le téléphone a sonné, j'ai failli tomber de ma chaise. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité à répondre, mais quelque chose m'a dit de le faire. « Allô ? Miguel Angel Romero ?» a demandé une voix d'homme rauque, fatigué, avec un accent du Nord. « Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil ?» Un long silence. Une respiration saccadée. Peu importe qui je suis. Ce qui importe, c'est que j'ai des informations dont vous avez besoin. Sur votre fils, sur ce qu'on lui fait et sur qui est derrière tout ça. Mon cœur s'est emballé. « Que savez-vous ?» ai-je insisté. « Si vous voulez sauver votre fils, retrouvez-moi demain à 15h au Café Santander, dans le centre historique. Venez seul et ne le dites à personne. » L'appel a été coupé. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Était-ce un piège ? Était-ce Céleste ? À 6h, je me suis levé et j'ai appelé Fausto. « Fais attention, m'a-t-il dit. Mais vas-y. » Le lendemain, à 14h, je suis parti pour le centre. Le Café Santander était un vieux café dans le centre historique. Je suis arrivé 15 minutes plus tôt et me suis installé là où je pouvais voir l'entrée. À 15h précises, un homme grand et mince est entré, environ 38 ans, les cheveux ébouriffés, une barbe négligée, une chemise froissée. Ses yeux ont rencontré les miens. Il a marché vers moi en titubant. « Miguel Romero ?» Son haleine sentait l'alcool. J'ai hoché la tête. Il s'est laissé tomber sur la chaise en face de moi, comme si ses jambes ne le soutenaient plus. De près, je pouvais mieux le voir. Des cernes profonds, les mains tremblantes, les yeux rouges. Un homme brisé,
Qui êtes-vous ? Lui ai-je demandé. Il a levé la main, appelant le serveur. 2 tequilas, double. Il s'est tourné vers moi. Je m'appelle Tobias Montero. Je suis le frère de Céleste. J'ai senti un choc dans la poitrine. Le frère, celui que Rosa avait mentionné, celui qui travaillait à la banque. Celui qui a approuvé le prêt de 8 millions, il a hoché la tête. Le même. Et le plus grand idiot que vous rencontrerez de votre vie. Le serveur a apporté les tequilas. Tobias a bu la sienne d'un trait, s'est essuyé la bouche. Écoutez-moi bien, parce que je ne dirai cela qu'une seule fois. Après, je partirai très loin d'ici, et vous ne me reverrez plus jamais. J'ai saisi ma tequila sans la boire. Ma sœur, a continué Tobias, n'est pas ce qu'elle semble être. Ce n'est pas une architecte à succès. Elle ne vient pas d'une famille riche. Tout cela est un mensonge. Nous avons grandi pauvres à Guadalajara, dans un quartier où l'on entendait des coups de feu toutes les nuits. Et ma sœur a appris dès l'enfance que la seule façon de s'en sortir était d'utiliser les gens. Sa voix était pleine de dégoût, de honte. Quand elle avait 22 ans, elle a épousé un entrepreneur de 50 ans. Elle l'a séduit, l'a convaincu de changer son testament et quelques mois plus tard, l'homme est mort dans un accident de voiture très opportun. « Êtes-vous en train de dire qu'elle l'a tué ?» ai-je demandé. Tobias a haussé les épaules. « Je n'ai pas de preuves. Mais la police a enquêté et a découvert que les freins de la voiture avaient été trafiqués. Ils n'ont jamais pu rien prouver. Elle a tout hérité, des millions, et au lieu de partager avec la famille, elle a disparu. Elle a changé de nom de famille, s'est inventé une nouvelle histoire et a commencé à chasser des hommes riches ou des fils d'hommes possédant des biens. Il m'a montré son téléphone. Regardez ça. Il a ouvert WhatsApp et cherché une vieille conversation d'il y a 5 ans. C'est ce qu'elle m'a écrit quand elle a rencontré votre fils. J'ai lu les messages. Mon sang s'est glacé. J'ai trouvé le suivant, disait l'un. Fils de constructeur, le père a des terrains, des maisons, de l'argent. Et le fils est parfait, naïf, sensible, facile à contrôler. Un autre disait, je vais lui donner un enfant. Comme ça, je le lis pour toujours. Et quand tout sera prêt, nous nous débarrasserons du vieux. J'ai failli faire tomber le verre de tequila. Pourquoi me montrez-vous ça? Pourquoi maintenant? Tobias a passé ses mains dans ses cheveux. Parce qu'elle est en train de me détruire moi aussi. Elle m'a forcé à approuver ce faux prêt. Elle m'a dit que si je ne le faisais pas, elle enverrait à la police de fausses preuves que j'avais détourné de l'argent à la banque. Et moi, j'ai des enfants, Miguel, 2 jeunes enfants, une femme. Je ne peux pas aller en prison. Je ne peux pas laisser ma famille seule. Sa voix s'est brisée. Et maintenant, elle me demande de faire quelque chose de pire. Falsifier des documents pour te faire passer pour mentalement incapable, afin que, quand ce qu'elle a prévu se produira, il semble que tu sois mort de cause naturelle et que personne n'enquête. Qu'a-t-elle prévu exactement? Lui ai-je demandé, bien que je m'en doutais déjà. Tobias a fermé les yeux. Je ne le sais pas avec précision, mais je l'ai entendu parler avec un médecin. Elle lui posait des questions sur des médicaments qui peuvent provoquer une crise cardiaque chez quelqu'un au cœur fragile. Des médicaments qui ne laissent aucune trace, qui font penser à une mort naturelle. Il a essuyé des larmes. Ton fils ne sait pas tout, Miguel. Dario croit qu'ils vont seulement te faire signer des papiers, te prendre tes propriétés. Il ne sait pas qu'elle prépare quelque chose de pire. Et quand je lui ai insinué que sa femme était dangereuse, elle m'a menacé de nouveau. Elle retire la garde d'embarras à Dario, elle a de fausses photos, des vidéos montées, des preuves inventées qu'il fait du mal à la petite. Et mon neveu l'aime tellement qu'il ferait n'importe quoi pour ne pas la perdre. Tout prenait sens. C'est pour ça que Dario fait ce qu'elle dit, ai-je murmuré. Ce n'est pas pour l'argent, c'est pour Ambar. Tobias a hoché la tête. Elle le tient piégé, Miguel. Elle le drogue aussi. Des somnifères, des anxiolytiques, des antidépresseurs. Il les prend parce qu'il dit qu'il ne peut pas vivre avec la culpabilité de ce qu'il a fait à Fausto et à d'autres. Mais les pilules le rendent comme un zombie. Elles le contrôlent. Et chaque jour qui passe, il est moins lui-même et plus une marionnette entre les mains de ma sœur. Tobias a bu ma tequila, celle que je n'avais pas encore goûtée. J'ai essayé de m'éloigner. J'ai démissionné de la banque, j'ai déménagé dans une autre ville, mais elle me trouve toujours. Et maintenant,
Elle m'oblige à l'aider avec ton affaire. Et je ne peux pas, Miguel. Je ne peux pas être complice de ça. C'est pourquoi je t'ai appelé. C'est pourquoi je suis ici. Parce que quelqu'un doit l'arrêter. De quoi ai-je besoin pour prouver tout cela ? Lui ai-je demandé. Tobias a sorti quelque chose de sa poche, une petite clé dorée, et me l'a donnée. C'est la clé de la maison de ton fils. La maison que tu as construite il y a de nombreuses années, n'est-ce pas ? J'ai acquiescé. J'ai construit cette maison il y a 25 ans pour une famille. Puis je l'ai vendue, et des années plus tard, Dario l'a achetée. Tobias a hoché la tête. Te souviens-tu que cette maison a un sous-sol ? Un sous-sol caché, avec une entrée depuis le bureau ? Je m'en souvenais. Un petit sous-sol que j'avais construit pour que la famille y stocke du vin. Dario ne sait pas qu'il existe. Céleste l'a découvert en examinant les plans originaux. Et c'est là qu'elle cache tout. Les faux contrats, les preuves de ses escroqueries, les documents qu'elle va utiliser contre toi. C'est son coffre-fort secret, et personne d'autre qu'elle ne sait qu'il existe. Je saisis la clé d'une main tremblante. Comment entrer sans être vu ? Tobias a sorti un papier et a écrit quelque chose d'une écriture tremblante. Ce jeudi, Céleste se rend à Mexico pour une réunion. Elle part à 9h du matin, revient à 16h. Dario emmène Ambar à l'école et part travailler. Rosa n'est plus là, mais la nouvelle employée sort faire les courses à 10h. Tu as de 10h30 à midi. 1h30 pour entrer, trouver ce dont tu as besoin et sortir. Il m'a donné le papier. L'entrée du sous-sol est derrière la bibliothèque du bureau. Tu pousses la 3e étagère et elle s'ouvre. Céleste n'a pas mis de serrure parce qu'elle croit que personne ne sait qu'il existe. Là se trouve tout ce dont tu as besoin pour la détruire, Miguel. Des photos, des documents, des contrats, tout. Il s'est levé en titubant. Et maintenant je m'en vais. Je vais disparaître avant qu'elle ne découvre que je t'ai aidé. Prends soin de mon neveu, prends soin de ton fils, car c'est un homme bien piégé entre les mains d'un monstre. Les 3 jours suivants furent une torture. J'ai appelé Rosa le mercredi. Elle m'a confirmé, Céleste part à 9h. Dario emmène la petite à 8h et part au bureau. J'ai répété le plan 1000 fois. Entrer, trouver le sous-sol, chercher les documents, sortir. Le mercredi soir, je n'ai pas pu dormir. Je pensais à tout ce qui pouvait mal tourner. Et si Céleste revenait tôt ? Et s'il y avait des caméras ? À 5h, je me suis levé. J'ai enfilé des vêtements sombres, un pantalon noir, une chemise grise. J'allais entrer dans ma propre maison comme un voleur. Le jeudi matin, le ciel était couvert. Je suis parti à 8h30. Je me suis garé 3 rues plus loin, dans un coin où des arbres cachaient ma voiture. J'ai marché avec une casquette qui me couvrait le visage, les mains dans les poches, serrant la clé que Tobias m'avait donnée. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr que tout le monde pouvait l'entendre. Je passais devant des maisons parfaites, des jardins parfaits, des vies parfaites, et je pensais à la façon dont tout ce qui est parfait peut cacher la pourriture. Je suis arrivé à la maison numéro 23. La BMW noire n'était pas là. Dario était déjà parti. La voiture de Céleste non plus. Il y avait seulement une vieille Nissan garée dans la rue. Probablement celle de l'employé. J'ai regardé ma montre. 9h40. J'ai attendu, caché derrière un arbre. À 10h pile, l'employé est sorti. Une jeune femme d'environ 25 ans, en tenue de sport, avec des sacs de supermarché vides. Elle est montée dans la Nissan et est partie. La maison est restée vide. Je me suis approché de la porte latérale, la même par laquelle Rosa s'était enfuie ce soir-là. J'ai sorti la clé avec des mains tremblantes, je l'ai insérée dans la serrure. Elle a tourné. La porte s'est ouverte avec un léger clic. Je suis entré. Mon cœur cognait si vite que j'ai cru faire une crise cardiaque sur le champ. J'ai refermé la porte derrière moi et je suis resté immobile, à l'écoute. Silence complet. La maison sentait le nettoyant pour sols, les fleurs fraîches, l'argent. Tout était impeccable. Sol en marbre brillant, meubles modernes, tableaux coûteux au mur. C'était la maison que j'avais construite 25 ans plus tôt, de mes propres mains. Mais je ne la reconnaissais plus. Ce n'était plus ma maison. C'était le repère d'un monstre. J'ai marché lentement dans le couloir. Mes chaussures ne faisaient aucun bruit sur le marbre. Je suis arrivé au bureau. La porte était ouverte. À l'intérieur, un grand bureau en bois sombre, des ordinateurs,
des livres sur des étagères, et au fond, la bibliothèque que Tobias avait mentionnée. Je me suis approché. 3e étagère. Poussé. La bibliothèque a bougé. Juste quelques centimètres, mais suffisamment pour révéler une petite porte en métal derrière, avec une poignée simple, sans serrure. Exactement comme Tobias l'avait dit. Je l'ai ouverte. Derrière se trouvaient des escaliers étroits et sombres. J'ai cherché un interrupteur. Je l'ai trouvé. Une ampoule faible a éclairé les marches en béton. Ces mêmes marches que j'avais construites de mes propres mains si longtemps auparavant. Je suis descendu lentement. L'air était humide, chargé de secrets. En bas, le sous-sol était petit, environ 3 mètres sur 3, mais rempli de cartons, de classeurs, de documents empilés. J'ai allumé la lampe de mon téléphone et j'ai commencé à chercher. Le premier carton contenait des contrats. Je les ai sortis, je les ai lus. De faux prêts, des documents qui montraient des dettes inventées. Et là se trouvait le nom de Fausto, sa signature. Mais il y avait plus. D'autres noms, d'autres hommes que je ne connaissais pas. Tous âgés, tous avec des signatures qui semblaient réelles mais avaient probablement été falsifiées. J'ai sorti mon téléphone et j'ai tout photographié. Chaque contrat, chaque papier, chaque signature. Mes mains tremblaient tellement que certaines photos étaient floues. Je les effaçais et les reprenais. Il y en avait tellement. J'ai trouvé un carton de photos. Des photos de Céleste avec différents hommes, tous âgés, tous souriants, tous confiants. Et derrière chaque photo, une note avec des chiffres, des montants, des dates. C'était comme un registre de ses victimes, un inventaire de la douleur qu'elle avait causée. La nausée m'a repris. Cette femme n'était pas humaine, c'était un prédateur. Et mon fils était marié avec elle, avait vécu avec elle, avait eu une fille avec elle. J'ai continué à chercher. J'avais besoin de quelque chose de plus, quelque chose qui prouverait que Dario était aussi une victime. Alors je l'ai trouvé, dans un carton au fond, caché parmi des papiers, un vieux carnet au coin corné. Je l'ai ouvert. C'était l'écriture de Dario. Je l'ai reconnu immédiatement. La première page disait « Journal, année 2024 ». Je me suis mis à lire. Je ne sais pas quand tout a commencé à changer, ou peut-être que ça a toujours été comme ça et que je ne l'ai jamais vu. Céleste me dit que papa ne m'a jamais aimé, que c'est pour ça qu'il travaillait tout le temps, que c'est pour ça que maman est partie. Mais moi, je me souviens différemment. Je me souviens de mon papa, me portant quand je faisais des cauchemars. Je me souviens de ses grandes mains rugueuses me coiffant les cheveux. Je me souviens de sa voix me chantant des chansons avant de dormir. Les larmes ont commencé à couler. Je ne pouvais pas les retenir. Pourquoi a-t-il cessé de me chercher? Il continue. 6 ans se sont écoulés depuis que nous avons cessé de nous parler. Et pas un seul message, pas un appel. Céleste dit que c'est la preuve que je ne lui ai jamais importé. Mais mon cœur me dit autre chose. Mon cœur me dit que je me trompe, qu'il y a quelque chose que je ne sais pas. Mais il est déjà trop tard pour demander. Il est déjà trop tard pour tout. J'ai tourné la page. Ambar demande après son grand-père. Elle a 5 ans et elle voit que ses amis ont des grands-parents, et pas elle. Que lui dire? Que son grand-père est méchant? Je ne peux pas, parce que je ne le crois pas. Mais Céleste insiste et moi, je n'ai plus la force de discuter. J'ai continué à lire. Chaque entrée était plus douloureuse que la précédente. Céleste me donne des somnifères. Elle dit que j'en ai besoin, que je suis trop anxieux. Et c'est vrai. Je ne peux pas dormir, je ne peux pas manger, je ne peux pas vivre avec ce que j'ai fait, avec les gens que j'ai blessés. Fausto, les autres. Tout ça à cause d'elle. Tout ça parce qu'elle m'a menacé de me prendre en barre, de dire que je suis violent, que je fais du mal à ma fille. Et je la crois, parce que j'ai déjà vu de quoi elle est capable. J'ai refermé le carnet. Je ne pouvais pas continuer. C'était trop de douleur, trop de vérité. Mon fils n'était pas un monstre. Mon fils était piégé. J'ai pris des photos de chaque page du carnet. J'ai rangé mon téléphone. J'ai respiré profondément. Avec ça, je peux le sauver, ai-je pensé. Avec ça, je peux lui montrer qu'il n'est pas seul. L'espoir m'a rempli la poitrine pour la première fois depuis des jours. Je pouvais le faire. Je pouvais sauver mon fils. Je pouvais sauver ma petite fille. J'ai commencé à monter les escaliers.
C'est alors que je l'ai entendu. Le bruit d'une porte qui s'ouvrait à l'étage. Des pas. Mon sang s'est glacé. Quelqu'un était entré dans la maison. Je suis resté paralysé à mi-chemin dans l'escalier. Les pas s'approchèrent du bureau. Et alors j'ai entendu sa voix. « Bonjour, y a-t-il quelqu'un ici ?» C'était Dario. Mon fils était dans la maison. Il était censé avoir des rendez-vous toute la journée. Que faisait-il là? Les pas se sont rapprochés. J'ai entendu quand il est entré dans le bureau. Puis quand il s'est arrêté, probablement en voyant la bibliothèque déplacée, la porte du sous-sol ouverte, la lumière allumée. « Qui est là en bas ?» a-t-il demandé. Sa voix était effrayée, confuse. Je ne savais pas quoi faire. Si je montais, nous nous retrouverions face à face. Si je restais, il descendrait me chercher. Il n'y avait pas d'issue. Les pas ont commencé à descendre lentement, prudemment. J'ai cherché où me cacher, mais le sous-sol était trop petit, trop ouvert. Je me suis glissé derrière de grandes boîtes. Je me suis accroupi. J'ai essayé de me faire le plus petit possible. Dario est arrivé en bas, a allumé la lampe de son téléphone. « Qui est là ?» a-t-il demandé de nouveau. Son ombre bougeait sur les murs. Il a vu le désordre, les documents déplacés, le carnet ouvert là où je l'avais laissé. « Ce n'est pas possible », a-t-il murmuré. Il a saisi le carnet, l'a fermé rapidement et l'a rangé dans une boîte. « Papa », a-t-il dit soudainement, « c'est toi ?» Sa voix s'était brisée. « S'il te plaît, si c'est toi, sors. J'ai besoin de te parler. J'ai besoin de te dire tant de choses. » Je voulais sortir. Je voulais l'embrasser, lui dire que je savais tout, que je comprenais, que je n'étais pas en colère, que je voulais seulement le sauver. Mais la peur m'a retenu, la peur que Céleste n'arrive et nous trouve ensemble. Alors j'ai entendu une autre voix à l'étage. « Dario, où es-tu » Céleste était dans la maison. Dario s'est figé, moi aussi. Aucun de nous deux ne respirait. Miguel Ángel Romero. Texte corrigé. Vichitka littéraire. L'employé me saisit le bras avec force. Ses yeux étaient gonflés, rouges d'avoir tant pleuré. « Dans Miguel, je vous en prie » me murmura-t-elle, sa bouche collée à mon oreille. « Vous ne pouvez pas entrer là. Partez le plus vite possible. » Sa voix tremblait, ses mains tremblaient, tout en elle criait la terreur. J'avais attendu 8 ans cet appel. 8 ans à prier pour que mon fils me pardonne quelque chose que je n'avais jamais fait. Et quand il m'eut finalement invité à dîner après des années de silence, j'avais apporté des fleurs, j'avais apporté une bouteille de son vin préféré, j'avais apporté l'espoir de redevenir son père. Mais Rosa m'avait tiré en arrière avec désespoir. Elle avait pointé la fenêtre de la salle à manger. « Regardez, regardez ce qu'ils sont en train de faire. » J'avais vu mon fils répéter devant un miroir. Il pleurait, s'essuyait les larmes et recommençait à pleurer comme un acteur. Sur la table, il y avait quelque chose qui me glaça le sang. Des médicaments, des seringues, des flacons. Et j'avais compris que mon propre fils m'avait donné rendez-vous là, pour quelque chose de bien pire que de me dépouiller. Si cette histoire vous touche le cœur, abonnez-vous dès maintenant. Ici, il y a des histoires vraies tous les jours, des histoires qui pourraient être les vôtres. Dites-moi d'où vous m'écoutez. Je m'appelle Miguel Ángel Romero et j'ai 68 ans. C'est la première chose que je veux que vous sachiez, car ce que je vais vous raconter est arrivé à un vieil homme aux mains marquées par 40 ans de construction, aux genoux qui craquent quand il se lève, aux cheveux entièrement blancs. Pas à un héros de film, mais à un homme ordinaire qui voulait juste serrer à nouveau son fils dans ses bras. C'était un vendredi, à 16h. Le soleil tapait fort à Querétaro et je conduisais dans les rues de la Colonia Jurica, la climatisation en panne depuis des mois. La sueur me coulait dans le dos, trempant la chemise bleue que j'avais essayée 3 fois cette semaine pour voir laquelle m'allait le mieux. Celle qui sentait encore un peu le parfum que j'utilisais avant. Celui que Dario aimait quand il était enfant. J'avais mon téléphone portable dans la poche qui vibrait toutes les 5 minutes avec des messages de Doña Lucia du marché, me demandant comment ça se passait. Mais je n'étais pas encore arrivé. Je conduisais toujours. J'avais encore de l'espoir. Les maisons de cette colonia se ressemblent toutes. Façade moderne, aux couleurs claires, petit jardin impeccable, garage pour 2 voitures. J'avais construit des maisons comme ça pendant des années.
des maisons pour des familles heureuses qui pouvaient payer la compte et les mensualités sur 20 ans. Jamais pour moi. J'ai trouvé le numéro 23 et me suis garé juste devant. Mon cœur battait si fort que je sentais les pulsations dans mon cou, mes tempes, mes poignets. Je me suis vu dans le rétroviseur et je ne me suis presque pas reconnu. Les yeux gonflés de 3 jours sans sommeil, les cernes profonds, des rides qui n'étaient pas là avant. Un vieil homme qui paraissait 80 ans au lieu de 68. Un vieil homme brisé. J'ai pris les fleurs du siège passager, des roses jaunes, les préférées de Graciela, celles que Dario offrait toujours à sa mère pour son anniversaire, et la bouteille de vin rouge que j'avais emballée avec du papier cadeau chez moi, assis à la table de la cuisine, en essayant de faire le nœud parfait pendant une demi-heure jusqu'à ce que j'y parvienne. J'ai ouvert la portière et la chaleur m'a frappé le visage comme une gifle. Avril à Querétaro est ainsi, sec et chaud jusqu'à l'arrivée des pluies. Mes chaussures fraîchement cirées ont craqué contre le pavé. J'avais mis mes chaussures de ville noire, celles que je ne porte que pour les occasions spéciales, celles qui me serrent un peu, mais me donnent l'air respectable. J'ai fermé la portière et j'ai marché vers l'entrée. 3 pas, 4, 5. Le jardin sentait l'herbe fraîchement coupée et des fleurs que je n'ai pas pu identifier. Il y avait une BMW noire garée dans le garage, la voiture de Dario. Je l'avais reconnue grâce aux photos que je voyais de temps en temps sur Facebook, quand la solitude me submergeait et que j'allais sur son profil juste pour voir ce que mon fils faisait de sa vie. La maison avait des rideaux blancs à toutes les fenêtres, élégants, propres. Tout semblait parfait, trop parfait, comme ces maisons de magazine où personne ne vit réellement. J'étais sur le point de sonner quand la porte latérale s'est ouverte d'un coup. Rosa est sortie en courant, littéralement en courant. Je l'ai vue et je me suis paralysé. Rosa Chukimia, 52 ans, bolivienne. La femme qui avait travaillé pour nous depuis que Dario avait 10 ans jusqu'à ses 18 ans. Celle qui lui préparait sa soupe de légumes préférée quand il était enrhumé. Celle qui l'emmenait à l'école le matin quand Graciela et moi partions tôt au travail. Celle qui pleurait à nos anniversaires et nous offrait des pulls tricotés à la main chaque Noël. Je ne l'avais pas vue depuis des années, depuis que Dario avait quitté la maison et coupé tout contact avec tout le monde. Mais maintenant, elle était là, courant vers moi, le visage défait, les yeux rouges, les joues mouillées, le tablier encore en place mais taché, comme si elle avait cuisiné et était partie en courant sans l'enlever. Elle m'a saisi le bras des 2 mains avec une telle force que j'ai senti ses doigts s'enfoncer dans ma peau à travers le tissu de ma chemise. « Don Miguel », m'a-t-elle dit d'une voix brisée, entrecoupée, comme si elle manquait d'air. « Vous ne pouvez pas entrer là. » Je suis resté glacé. Je ne comprenais rien. « Rosa, que se passe-t-il ? Dario m'a invité à dîner. Il veut enfin me voir. » Elle a secoué la tête, désespérée. Les larmes coulaient sans retenue sur ses joues. Tout son corps tremblait. « Partez le plus vite possible !» m'a-t-elle supplié en collant sa bouche à mon oreille pour que personne d'autre ne puisse entendre. « S'il vous plaît, Don Miguel, si vous entrez là, vous ne pourrez pas en sortir. Vous devez me croire. Vous devez partir maintenant. » Elle m'a tiré le bras, essayant de me ramener vers ma voiture. Mais je n'ai pas bougé. Mes jambes ne répondaient plus, mon cerveau non plus. Je n'entendais que ces mots se répéter dans ma tête. « Vous ne pourrez pas en sortir. » Qu'est-ce que cela signifiait ? Pourquoi ne pourrais-je pas sortir de la maison de mon propre fils ? Les fleurs me sont tombées des mains. Elles ont atterri sur l'herbe du jardin, avec un bruit sourd. La bouteille de vin a roulé un peu et s'est retrouvée couchée parmi les pierres décoratives de l'entrée. Rosa me regardait avec une panique pure dans les yeux. Le genre de peur que l'on ne peut pas simuler. Le genre de peur qui vous fait agir sans réfléchir. « Que se passe-t-il à l'intérieur ?» lui ai-je demandé. Ma voix est sortie rauque, comme si je n'avais pas parlé depuis des jours. Elle a jeté un regard vers la maison, comme si quelqu'un pouvait nous observer depuis la fenêtre. De mauvaises choses, Don Miguel. De très mauvaises choses. Je ne peux pas tout expliquer maintenant, il n'y a pas le temps. Mais vous devez me faire confiance. Je me suis occupé de vous et de votre famille pendant des années. Je ne vous mentirai jamais. Et je vous dis que si vous entrez là, quelque chose de terrible va se produire. Sa voix s'est complètement brisée sur la dernière phrase. Elle a couvert sa bouche de sa main,
comme si elle voulait retenir un cri. Et à ce moment-là, j'ai su qu'il se passait quelque chose à l'intérieur de cette maison, pire que tout ce que je pouvais imaginer. « Montrez-moi », lui ai-je dit. « Montrez-moi ce qui se passe. » Rosa a hésité, a regardé vers la maison, puis m'a regardé et a hoché la tête. Elle m'a tiré le bras et m'a conduit sur le côté de la maison, où il y avait un petit jardin latéral avec des pots de plantes et un mur de pierre. Nous avons marché accroupis comme des voleurs, comme si nous faisions quelque chose d'interdit. Et je suppose que c'était le cas. Elle m'a conduit jusqu'à une fenêtre qui donnait sur la salle à manger. Les rideaux étaient à peine entrebâillés, juste assez pour voir à l'intérieur. « Regardez », m'a-t-elle murmuré, « mais ne faites pas de bruit et ne vous laissez pas voir. » Je me suis penché lentement et avec précaution. Mon cœur s'emballait, et ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Dario se tenait devant le grand miroir du salon. Le même miroir que je lui avais offert lorsqu'il avait emménagé dans cette maison 4 ans plus tôt. Celui qui m'avait coûté 3000 pesos et que j'avais transporté personnellement dans mon camion parce que je voulais faire partie de sa nouvelle vie, d'une certaine manière. Il tenait un papier à la main, le lisait, bougeait les lèvres, puis levait les yeux vers le miroir et pleurait. Mais ce n'étaient pas de vraies larmes, je les connaissais. J'avais vu mon fils pleurer pour de vrai 1000 fois. Quand il était tombé de son vélo et s'était cassé le bras, quand son chien était mort, quand son premier amour l'avait quitté, quand Graciela était partie de la maison. Je connaissais son vrai chagrin, et ce n'était pas ça. C'était du théâtre. Il s'essuyait les larmes du dos de la main, prenait une grande inspiration, regardait à nouveau le papier et recommençait à pleurer. Il s'entraînait, répétait, comme un acteur préparant une scène avant de monter sur scène. Mais la scène était pour moi, le public c'était moi, et ce qu'il répétait était quelque chose qui me détruirait. Sur la table de la salle à manger, derrière lui, il y avait des choses que je n'avais pas bien identifiées au premier regard. Des boîtes, des flacons, quelque chose qui brillait sous la lumière de la lampe. Et 2 hommes en costume assis, examinant des papiers avec des expressions sérieuses. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je murmuré à Rosa en désignant la table. Elle s'est mordu la lèvre. « Des médicaments, Don Miguel, des flacons, des seringues. Hier, j'ai entendu la señora Céleste Montero parler au téléphone avec quelqu'un. Elle a dit quelque chose à propos de faire en sorte que ça paraisse naturel, que personne ne se douterait de rien pour un vieil homme ayant des problèmes cardiaques. Mes genoux ont fléchi. J'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Des problèmes cardiaques. J'avais eu un infarctus 5 ans plus tôt. Dario le savait. Graciela le lui avait raconté. Depuis, je prenais des pilules tous les jours. De l'aspirine, de l'atorvastatine, de l'énalapril. Et Dario le savait. Mon propre fils savait que mon cœur était fragile. Et maintenant, il y avait des flacons et des seringues sur cette table, et des hommes en costume qui ressemblaient à des témoins ou à des complices. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. « Qui sont ces hommes ?» ai-je demandé à Rosa. « Un notaire ?» m'a-t-elle répondu à voix basse. Je l'ai reconnu parce qu'il était venu à la maison il y a 2 semaines pour d'autres papiers. L'autre est un avocat, le licenciado Ibarra. Il est arrivé ce matin avec une mallette. Il s'est enfermé avec la señora Céleste dans le bureau pendant 1 heure. Quand ils sont sortis, elle souriait et lui avait l'air mal à l'aise, comme s'il savait que ce qu'il faisait n'était pas bien, mais qu'il le faisait quand même. Je me suis penché de nouveau. Les hommes parlaient à voix basse entre eux. L'un d'eux a montré sa montre. Dario a cessé de s'entraîner devant le miroir et s'est approché d'eux. Ils ont échangé quelques mots. Dario a hoché la tête. L'homme à la mallette a sorti quelque chose de petit que je n'ai pas pu distinguer clairement. Il l'a montré à Dario et mon fils est devenu pâle, comme s'il ne voulait pas le voir, comme s'il ne voulait pas faire ce qu'on lui demandait de faire. Mais il a hoché la tête quand même. Et à ce moment-là, j'ai compris. Dario était piégé. Rosa m'a tiré le bras de nouveau. « Allons-y, Don Miguel, s'il vous plaît, avant que quelqu'un ne sorte et ne vous voie ici. » Mais je ne pouvais pas bouger. Je continuais à regarder mon fils à travers cette fenêtre, à le voir passer ses mains dans ses cheveux avec désespoir, se mordre les lèvres, regarder vers l'escalier comme s'il voulait monter et fuir tout cela. Et puis Rosa m'a dit autre chose. Quelque chose qui a rendu tout pire, bien pire.
Elle s'est approchée et m'a murmuré d'une voix brisée. Don Miguel, il y a une petite fille à l'intérieur. En bas, la fille de Dario. Votre petite fille. Elle a 7 ans. Quand je mentionne votre nom, quand je parle de vous, elle se met à pleurer. La Señora Céleste lui a dit que vous êtes méchant, que vous avez fait souffrir son père, que vous êtes le mauvais abuelo qui ne les a jamais aimés. Et la petite a peur de vous, Don Miguel. Elle a peur d'un homme qu'elle ne connaît même pas. Je suis resté glacé. Les mots de Rosa m'ont transpercé comme des balles. Une petite fille. J'avais une petite fille de 7 ans qui me haïssait sans me connaître, qui pleurait quand elle entendait mon nom, qui pensait que j'étais un monstre. L'air s'est bloqué dans mes poumons. Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais pas penser. Je ne ressentais qu'une douleur aiguë dans la poitrine qui n'avait rien à voir avec mon cœur malade et tout à voir avec mon cœur brisé. Je ne savais pas, ai-je réussi à dire. Les larmes ont commencé à couler sans que je puisse les retenir. Personne ne m'avait jamais rien dit. Dario ne m'avait jamais dit qu'il avait une fille. Rosa m'a serré la main. Je sais, Don Miguel, je sais. C'est pourquoi je vous dis tout cela. Parce que vous ne méritez pas ça. Parce que vous êtes un homme bien, et ce qu'il prévoit de vous faire là-dedans, je ne peux pas le permettre. Je ne peux pas me taire. J'ai essuyé mes larmes avec la manche de ma chemise. La même chemise bleue que j'avais mise en pensant que mon fils m'embrasserait. Qu'il me dirait qu'il me pardonnait, qu'il m'inviterait à rencontrer sa famille. Je dois partir, ai-je dit à Rosa, avant qu'il ne me voie. J'ai couru vers ma voiture, les jambes tremblantes. J'ai failli tomber 2 fois. Une fois arrivé, j'ai introduit la clé avec des mains qui ne m'obéissaient plus. Je me suis trompé 3 fois avant d'ouvrir. Je suis entré. J'ai claqué la porte. Mon cœur cognait à tout rompre. Mes tempes pulsaient. Un instant, j'ai cru faire un second infarctus, que j'allais m'effondrer là, devant la maison de mon fils. Je me suis touché la poitrine, j'ai respiré profondément. J'ai compté jusqu'à 10, comme le médecin me l'avait appris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 minutes se sont écoulées. Le soleil commençait à descendre et les ombres s'allongeaient sur la rue. Des lumières s'allumaient dans les maisons voisines. Une dame a sorti son chien 3 portes plus loin. 2 enfants sont passés à vélo en riant. Tout semblait si normal, si ordinaire. Et j'étais là, caché dans ma voiture, en train d'enregistrer mon propre fils comme s'il était un criminel, comme si j'étais le méchant de cette histoire. Alors j'ai vu du mouvement à la maison. La porte principale s'est ouverte. L'un des hommes en costume est sorti, le notaire, corpulent, la soixantaine, cheveux gris et épaisses lunettes. Il portait sa mallette sous le bras et marchait vite, comme s'il voulait s'éloigner de là, le plus tôt possible. Dario l'a accompagné jusqu'à la porte. Ils ont parlé quelques secondes. Je n'ai pas pu entendre ce qu'il disait d'où j'étais, mais j'ai vu mon fils sortir de la poche de son pantalon une enveloppe blanche, épaisse, et la donner au notaire. L'homme l'a ouverte sur place, sans se cacher, et en a sorti des billets. Beaucoup de billets. Il les a comptés rapidement avec des doigts exercés, a hoché la tête, a rangé l'enveloppe dans sa veste et est parti vers sa voiture sans se retourner. De l'argent liquide, sans reçu, sans témoin. Ce n'était pas normal, ce n'était pas légal. Les notaires ne travaillant pas comme ça. Ils ne devraient pas travailler comme ça. Mais cet homme venait de recevoir de l'argent de mon fils et s'en allait comme si rien ne s'était passé. J'ai eu la nausée, littéralement. Mon estomac s'est noué. J'ai ouvert la portière et j'ai rendu de la bile dans la rue. Je n'avais rien mangé de toute la journée à cause des nerfs et mon corps me le faisait payer. Je me suis essuyé la bouche, j'ai refermé la portière et j'ai continué à enregistrer. Parce que si je devais mourir, au moins je laisserais des preuves. Au moins quelqu'un saurait ce qui s'était passé. Quelqu'un saurait que mon fils m'avait fait du mal. Et cela me brisait plus que la peur de mourir. L'idée que mon propre fils, mon Dario, l'enfant que j'avais porté dans mes bras, soit capable de ça. C'est alors que je la vis, Céleste. Elle sortit de la maison, une cigarette déjà allumée entre les doigts. Elle portait une robe noire moulante, des talons hauts qui rendaient aux hanches ses jambes
interminable. Ses cheveux blonds, parfaitement lisses, lui tombaient sur les épaules, comme dans les publicités de shampoing. Elle portait d'énormes lunettes de soleil, bien que le soleil fût déjà presque couché. Elle avait l'air élégante, froide, comme ces femmes des magazines mondains qui paraissent lors des événements importants, comme quelqu'un qui ne se salirait jamais les mains, qui a toujours quelqu'un d'autre pour faire le sale boulot à sa place. Elle s'arrêta dans le jardin, exactement là où j'avais laissé tomber les fleurs. Elle les piétina. Pas exprès. Elle marcha simplement dessus comme si elles n'existaient pas. Les roses jaunes furent écrasées sous ses talons. Elle tira une longue bouffée de sa cigarette, sortit son téléphone de la poche de sa robe, composa un numéro, attendit, et quand quelqu'un répondit, elle se mit à parler. Je baissai la vitre d'à peine 1 centimètre, juste assez pour que sa voix m'atteigne. Le vent soufflait dans ma direction. « Tout est prêt », dit-elle. Sa voix était grave, rauque. « Le notaire est déjà parti. L'avocat reste jusqu'à demain. Quand le vieil homme arrivera, Dario fera sa part. Nous l'avons déjà répété des dizaines de fois. Il va pleurer, il va l'embrasser, il va lui dire qu'il lui a manqué, qu'il lui pardonne, qu'il veut recommencer. Et le vieil homme tombera dans le panneau. » Elle rit, un rire court et cruel. Ils sont si prévisibles, les vieux sentimentaux, si avides d'un peu d'amour. Chaque mot était un couteau. Chaque phrase m'arrachait un morceau d'âme. Elle parlait de moi comme si j'étais un déchet, comme si ma vie ne valait rien. Céleste continua de parler. « Non, ça ne fera pas mal. Ou c'est ce que dit le docteur, même si, à vrai dire, peu m'importe que ça fasse mal ou non. L'important, c'est que ça paraisse naturel. Un vieil homme de 68 ans avec des antécédents d'infarctus. Personne ne va rien soupçonner. Nous avons tout signé hier. La maison est au nom de Dario, les économies aussi. Le terrain à Guanajuato, tout. Et avec une mort naturelle, personne n'enquête. Personne ne pose de questions. Enterrement rapide et encaissement de l'assurance. Mon cerveau mit quelques secondes à traiter ce que je venais d'entendre. Une assurance. Elle parlait d'une assurance vie. J'en avais une. Je l'avais souscrite 15 ans plus tôt quand Dario était encore mineur. Si je mourais, il recevrait 2 millions de pesos. Je ne l'avais jamais annulée. Je n'avais jamais changé le bénéficiaire, parce que dans mon esprit, même si mon fils ne me parlait plus, il restait mon fils. Il restait la seule chose qui comptait pour moi dans ce monde. J'eus envie de crier. J'eus envie de descendre de la voiture, de courir vers elle et de lui crier que j'étais là, que j'avais tout entendu, que je savais ce qu'il tramait. Mais je ne le fis pas. Si je montrais que je savais, il changerait de plan, et je ne pourrais jamais rien prouver. Alors je restais là, immobile, en silence, enregistrant tout. Alors qu'elle terminait sa cigarette et la jetait sur la pelouse, juste avant de rentrer, elle dit quelque chose d'autre au téléphone, quelque chose qui me glaça jusqu'aux os. « Ne t'inquiète pas, la petite ne saura rien. Dario se charge de la garder à l'étage pendant tout ce temps. Demain, à cette heure-ci, tout sera terminé et nous serons riches. » Elle raccrocha, retira ses lunettes de soleil et entra dans la maison en refermant la porte derrière elle. Je restai assis dans la voiture un long moment. Le temps n'avait plus de sens. J'entendais seulement ma respiration. Je sentais mon cœur battre et je pensais à tout ce que je venais de découvrir. Mon fils voulait en finir avec moi, n'est-ce pas? Peut-être pas lui. Peut-être était-ce Céleste. Peut-être Dario était-il manipulé, contrôlé, contraint. Mais comment en être sûr? Il répétait quand même devant le miroir, il avait quand même payé le notaire, il m'avait quand même invité chez lui sachant ce qui allait se passer. Et cela me faisait plus mal que tout, plus que la peur de mourir, plus que la terreur de savoir que quelqu'un voulait m'éliminer. Cela me faisait mal que ce soit mon fils qui le fasse. C'est alors que je la vis de nouveau, à travers la fenêtre du 2e étage. Une petite fille apparut derrière le rideau. Elle avait les cheveux foncés, attachés en 2 couettes et portait un pyjama rose orné de lapins. Je ne pouvais pas bien distinguer son visage d'où j'étais, mais je la vis se pencher à la fenêtre, regarder vers la rue, vers ma voiture, et pendant un instant, juste un instant terrible et beau à la fois, nos regards se croisèrent. Le mien et celui de ma petite fille, séparés par 20 mètres de distance et 8 ans de mensonges.
séparés par une haine que quelqu'un avait semée dans son cœur, une peur que quelqu'un avait mise dans son esprit. Elle n'a pas souri, n'a pas levé la main pour saluer, n'a fait aucun geste. Elle m'a seulement regardé avec ses grands yeux sombres qui me rappelaient tant Dario enfant. J'ai voulu lui crier que je n'étais pas méchant, que je l'aimais sans la connaître, que j'aurais tout donné pour faire partie de sa vie. Mais quelqu'un a tiré le rideau de l'intérieur et elle a disparu. Je suis rentré chez moi vers 22 heures. Je suis entré dans l'obscurité. Je me suis laissé tomber dans le fauteuil, où Graciela et moi nous asseyions depuis 30 ans, le même où Dario dormait quand il faisait des cauchemars enfants. Il ne me restait plus de larmes, seulement un vide immense. Et la vidéo sur mon téléphone. Je l'ai regardée 3 fois, 4, 5. Chaque fois, ça faisait plus mal. Comment en étais-je arrivé là? Je me suis endormi sur place, habillé, le téléphone à la main. J'ai rêvé de Dario, du Dario d'avant, celui qui me disait « Je t'aime, papa » chaque soir. Je me suis réveillé en pleurant. Le samedi, je me suis réveillé avec un message de Rosa. « Je dois vous parler aujourd'hui. Plaza Constitution, 15 heures. Venez seul. » Elle n'avait pas signé, mais j'avais reconnu son numéro. Je me suis douché, j'ai mis des vêtements propres, un vieux jean et une chemise grise. Je n'ai pas déjeuné. L'estomac était noué. J'ai seulement bu un café amer de la cafetière que Graciela m'avait offerte des années plus tôt et que je n'avais jamais vraiment appris à utiliser. Le café était aqueux, froid. Je l'ai bu quand même. Je suis arrivé à la place une demi-heure plus tôt. Je me suis assis sur un banc sous un jacaranda en fleurs. Il y avait des familles qui se promenaient, des enfants qui couraient, des couples main dans la main. Tout le monde continuait sa vie normalement pendant que la mienne s'effondrait. J'ai vu Rosa arriver. Elle marchait vite, regardait derrière elle tous les quelques pas. Elle portait un grand pull qui la faisait paraître plus petite et des lunettes de soleil, bien que le ciel fût nuageux. Elle s'est assise à côté de moi sans me regarder. « Ne vous retournez pas vers moi », a-t-elle murmuré. « Agissez normalement, comme si vous étiez seul. » J'ai regardé droit devant moi, vers la fontaine au centre de la place. « Pourquoi tant de secrets ?» Elle s'est mouchée avec un mouchoir froissé. « Parce que Céleste Montero a des yeux partout, Don Miguel. Elle a des amis, des gens qui lui doivent des faveurs. Et si elle sait que je vous ai parlé, elle va me détruire. » Elle marqua une pause. « Je n'ai pas de papier. Je suis venu de Bolivie il y a 22 ans avec un visa de tourisme. Je ne l'ai jamais renouvelé. Je n'ai jamais pu régulariser ma situation. Et si elle appelle l'immigration, il me déporte. Je perds tout. Mes enfants sont ici, mes petits-enfants. Toute ma vie est ici. » Je lui ai posé la main sur l'épaule. Elle a tressailli. « Calmez-vous, lui ai-je dit. Personne ne saura que nous avons parlé, je vous le promets. » Rosa a respiré profondément, a essuyé ses larmes. « Don Miguel, ce que je vais vous raconter est très grave, et j'ai besoin que vous m'écoutiez jusqu'à la fin sans m'interrompre, parce que je ne sais pas si j'aurai le courage de tout dire. » J'ai acquiescé. Elle a regardé vers le sol, vers ses chaussures usées. « Céleste Montero m'a menacé il y a 6 mois. Elle m'a dit que si je ne faisais pas ce qu'elle me demandait, elle appellerait les services d'immigration. J'ai dit oui, que je ferais n'importe quoi, parce que j'ai peur. Don Miguel, beaucoup de peur. Et depuis, elle me fait faire des choses. Sa voix a cédé. Elle me fait écouter les conversations de Dario. Elle me fait vérifier ses papiers quand il n'est pas là. Elle me fait lui rapporter tout ce qui se passe à la maison. Et je l'ai fait. Que Dieu me pardonne. Mais je l'ai fait parce que j'ai pensé à mes enfants avant la vérité. J'ai ressenti de la colère, mais pas contre Rosa, contre Céleste Montero. « Que savez-vous d'autre ?» lui ai-je demandé. Elle a sorti un papier plié de sa poche, me l'a donné sans me regarder. Je l'ai ouvert doucement. C'était une photographie floue prise avec un téléphone portable. On y voyait une table couverte de documents. « Je l'ai prise il y a 2 semaines, » m'a expliqué Rosa, quand Céleste est sortie pour une réunion. Les documents sur cette photo sont ceux qu'ils voulaient vous faire signer. Ce sont des cautions, des garanties. Dario a une dette de 8 millions de pesos auprès d'une banque. Un prêt qu'il a contracté il y a 1 an pour une affaire qui n'a jamais existé. Et si vous signez ces papiers, vous en deveniez responsable. Si Dario ne paie pas,
Ils lui prendront sa maison, son terrain à Guanajuato, ses économies, tout. Mes mains se sont remises à trembler. 8 millions de pesos. C'était impossible. Personne n'approuve un tel prêt sans garantie. Comment est-ce possible? Comment lui ont-ils prêté autant d'argent? Rosa s'est mordu la lèvre. Parce que Céleste Montero a des contacts, Don Miguel. Son frère travaille dans une banque. Le licenciado Tobias Montero. Il a approuvé le prêt en sachant qu'il ne serait jamais remboursé, car le plan a toujours été que vous signiez comme garant. Quand Dario ne paierait pas, vous perdriez tout et il s'approprierait en vos biens. J'ai eu la nausée de nouveau, comme la nuit précédente, mais cette fois mon estomac était vide. Seulement de la bile, seulement de la douleur. Mais ce n'est pas tout, a poursuivi Rosa, la voix réduite à un murmure. Il y a 1 mois, un monsieur est venu à la maison. Un monsieur de votre âge. Il demandait après vous. Il voulait parler à Dario. Il disait qu'ils étaient associés, qu'il avait besoin de le trouver d'urgence. Rosa a fait une pause. La señora Céleste l'a chassé, lui a crié dessus, lui a dit que vous étiez un escroc, de partir ou elle appellerait la police. Le monsieur est parti en pleurant. Mon cœur a fait un bond. Comment était ce monsieur? Rosa a fermé les yeux, essayant de se souvenir. Grand, maigre, les cheveux blancs. Il avait une cicatrice ici. Elle a montré son sourcil gauche. Et il boitait un peu en marchant. Il avait l'air détruit, Don Miguel, comme s'il n'avait pas bien dormi depuis des années, comme si la vie l'avait écrasé. Je n'avais pas besoin d'en entendre davantage. Fausto, ai-je murmuré. C'est Fausto Ibarra, mon ancien associé, mon ami de 40 ans, l'homme avec qui j'ai construit ma première maison, l'homme avec qui j'ai partagé victoires et échecs. Il avait disparu de ma vie il y a 3 ans sans explication. Je l'avais cherché, appelé des centaines de fois. J'étais allé chez lui et la maison était vide. J'avais demandé à des amis communs et personne ne savait rien, comme si la terre l'avait englouti. Et maintenant, il apparaissait chez mon fils, me cherchant, détruit. A-t-il dit autre chose? A-t-il laissé un message? Elle a secoué la tête. Non, la señora Céleste ne l'a pas laissé parler. Elle l'a mis dehors en moins de 2 minutes. Mais je l'ai suivi du regard pendant qu'il partait et je l'ai vu glisser un papier sous l'essuie-glace d'une voiture garée devant la maison. Quand tout le monde est rentré, je suis sorti, j'ai pris le papier et je l'ai gardé. Elle a plongé la main dans sa poche et en a sorti un papier froissé, jauni, à l'écriture tremblante. Je l'ai ouvert. Il disait « Miguel, si tu lis ceci, cherche-moi. Appartement 204, Cal Hidalgo, 847, Colonia Centro. Ton fils m'a détruit et je crois qu'il va te détruire aussi. Nous devons parler. Fausto. » L'écriture était presque illisible, comme s'il l'avait écrite la main tremblante, ou en pleurant, ou les deux. J'ai glissé le papier dans ma poche. Fausto était vivant, il était proche, et il savait quelque chose. « Rosa, lui ai-je dit, j'ai besoin que tu m'aides avec autre chose. J'ai besoin de savoir tout ce que tu sais sur Céleste. Qui est-elle? D'où vient-elle » Rosa a essuyé ses larmes. Elle vient de Guadalajara, d'une famille riche, ou c'est ce qu'elle dit. Mais j'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que sa famille l'avait déshéritée il y a des années. Je ne sais pas pourquoi, mais elle s'est retrouvée sans rien. Quand a-t-elle rencontré Dario? Rosa a réfléchi un instant. Il y a 5 ans, lors d'un événement d'architecture. Elle travaillait pour une entreprise importante, ou c'est ce qu'elle a dit à Dario. Mais j'ai entendu quand elle parlait au téléphone avec son frère. Elle lui disait qu'elle avait trouvé la cible parfaite, que Dario était exactement ce dont ils avaient besoin. Jeune, naïf, avec un père qui possédait des biens. Chaque mot était un coup de poignard. Mon fils avait été choisi comme une proie. Ils se sont mariés vite, a poursuivi Rosa, très vite, 6 mois après s'être rencontrés. Et à partir de ce moment-là, tout a changé. Dario n'était plus le même. Il a cessé de sourire, cessé de sortir avec ses amis, cessé de parler de vous, comme si elle lui avait lavé le cerveau. Pendant tout ce temps, j'avais pensé que Dario me haïssait de sa propre volonté, qu'il m'avait effacé de sa vie parce qu'il croyait vraiment que j'avais été un mauvais père. Mais tout venait d'elle. Tout
Depuis le début. Rosa s'est levée. Je dois y aller, Don Miguel. Je suis resté trop longtemps. Elle a sorti un autre papier de sa poche, celui-ci plus neuf, plié avec soin. Tenez, c'est l'adresse de ce monsieur Fausto. Je crois que votre fils ne fait pas ça seul. Je crois qu'il y a plus de victimes et que ce monsieur sait quelque chose qui peut vous aider. Allez le voir, parlez-lui. Et s'il vous plaît, sauvez Dario. Car je sais qu'au fond de lui, il ne veut pas faire ça. Je le vois pleurer la nuit quand il croit que personne ne l'entend. Je le vois regarder de vieilles photos de vous quand la Señora Céleste n'est pas là. Votre fils est piégé, Don Miguel, et vous êtes le seul à pouvoir le sortir de là. Elle s'est retournée, a marché rapidement vers la sortie de la place et a disparu dans la foule. Je me suis retrouvé seul, assis, avec 2 papiers dans la poche, le cœur brisé et une décision à prendre. La cale Hidalgo se trouvait dans le centre de Querétaro, dans un quartier qui était autrefois joli, mais maintenant négligé. De vieux bâtiments à la peinture écaillée, des câbles pendant aux poteaux, des ordures dans les coins. Je suis arrivé le dimanche matin. J'ai garé la voiture 2 pâtés de maison plus loin et j'ai marché à la recherche du numéro 847. Je l'ai trouvé entre une épicerie et un garage automobile fermé. C'était un immeuble de 4 étages, gris, triste, avec des fenêtres cassées au premier étage et des taches d'humidité remontant le long des murs. La porte principale était entr'ouverte. Je suis entré. Ça sentait l'humidité et la vieille nourriture. Les escaliers grinçaient à chaque pas. Mes genoux se plaignaient. J'ai trouvé l'appartement 204. La porte en bois bon marché portait des rayures, des marques de tentatives de cambriolage. J'ai frappé 3 fois. Rien. J'ai frappé de nouveau. « Qui est là ?» a demandé une voix rauque de l'intérieur. « C'est moi, Miguel Angel. » Un long silence. J'ai entendu des pas traînants, des verrous qui s'actionnaient. La porte s'est entr'ouverte à peine et je l'ai vu. Mon ami, mon frère, l'homme avec qui j'avais construit la moitié de Querétaro. Mais ce n'était plus le même. Fausto avait toujours été grand et fort, un homme qui soulevait des poutres d'acier sans aide, qui travaillait 12 heures sous le soleil sans se plaindre. L'homme devant moi pesait 20 kilos de moins. Les cheveux blancs et ébouriffés, la barbe longue et grise, les yeux enfoncés dans des orbites sombres. Il portait un t-shirt taché et un pantalon de pyjama. Quand il m'a vu, ses yeux se sont remplis de larmes. « Miguel » a-t-il murmuré. « Tu es venu ?» Il a ouvert la porte en grand et s'est jeté dans mes bras. Il a pleuré contre mon épaule, comme quelqu'un qui avait gardé sa douleur pendant des années. Je l'ai serré fort, aussi fort que mes vieux bras me le permettaient. Nous sommes entrés dans l'appartement. C'était une seule pièce servant à la fois de salon et de chambre. Les murs étaient nus, à l'exception d'une vieille photo de Fausto avec sa famille, tous souriants. La photo était déchirée dans un coin. Nous nous sommes assis sur un fauteuil délabré. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon frère ?» lui ai-je demandé. Fausto a essuyé ses larmes. « Ton fils m'a détruit, Miguel. Il m'a tout pris, absolument tout. J'ai senti un couteau dans l'estomac. Raconte-moi tout. » Fausto a pris une profonde inspiration et s'est servi 2 verres d'eau. « Il y a 4 ans, ton fils est venu me chercher chez moi un samedi après-midi. Je ne l'avais pas vu depuis qu'il était adolescent. Il m'a dit qu'il avait une opportunité d'investissement, une nouvelle entreprise de construction qui avait besoin de partenaires expérimentés. Je lui ai dit que j'étais à la retraite, que je ne voulais plus travailler, mais il a insisté. Il m'a montré des plans, des projets, des chiffres. Tout semblait parfait, Miguel. Trop parfait. Des logements sociaux, un financement gouvernemental, des contrats signés. Il m'a dit qu'avec un investissement de 3 millions de pesos, je récupérerais le double en 1 an. Fausto a fermé les yeux. J'ai eu confiance en lui parce que c'était ton fils, parce que je me souvenais de l'enfant qui jouait sur nos chantiers pendant que nous travaillions. Ici en bas, a-t-il finalement répondu. Sa voix semblait vaincue, épuisée. « Que fais-tu là ?» a demandé Céleste. Ses talons claquaient sur le marbre en s'approchant du bureau. La porte du sous-sol était ouverte, a expliqué Dario. Je suis venu vérifier. Un silence tendu. Y a-t-il quelqu'un en bas ? Sa voix avait changé. Dure, dangereuse. Non, a répondu Dario. Je vérifiais seulement des choses.
Céleste est descendue les escaliers. Je l'ai vue apparaître vêtue de noir, élégante, les yeux froids parcourant le sous-sol, parcourant Dario. Elle a vu le désordre, les boîtes ouvertes. Quelqu'un est passé par ici. Quelqu'un a touché à mes affaires. Dario a secoué la tête. Non, tout est comme d'habitude. Céleste l'a regardé avec méfiance. Avec qui parlais-tu quand je suis descendu ? Dario a baissé les yeux, sans répondre immédiatement. J'ai retenu ma respiration, caché derrière les boîtes. Je pouvais tout voir à travers une fente. Je pouvais voir le visage de mon fils. La peur, la tristesse, la défaite. « Avec qui parlais-tu, Dario ?» a insisté Céleste. Sa voix était de glace. Dario a levé les yeux et pendant un instant, juste une seconde, nos regards se sont croisés. Il m'a vu. J'en suis certain. Mais il n'a rien dit, n'a pas crié, ne m'a pas dénoncé. Il a soutenu mon regard pendant cette seconde éternelle, puis a de nouveau regardé Céleste. « Avec personne », a-t-il dit. Sa voix était vide. Je ne parle qu'à des fantômes. Céleste l'a regardé un instant de plus, puis s'est retournée. Monte. Nous devons parler de ton père. Il m'a envoyé un message. Il dit qu'il veut venir demain. Et cette fois, il ne pourra pas s'échapper. Ils ont monté les escaliers. La porte s'est refermée. La lumière s'est éteinte. Et je suis resté là, seul dans l'obscurité, le cœur brisé. Parce que mon fils m'avait vu et ne m'avait pas dénoncé. Ou peut-être que ne rien dire avait été sa façon de me sauver. J'ai attendu d'être sûr que la maison était de nouveau vide. J'ai entendu quand ils sont montés au 2e étage, quand leurs voix se sont disputées, quand ils sont descendus, quand les voitures ont démarré, quand tout est devenu silencieux. Alors je suis monté lentement, les jambes si tremblantes que j'ai failli tomber 2 fois. J'ai atteint le bureau, j'ai fermé la porte du sous-sol, j'ai repoussé la bibliothèque à sa place et je suis sorti par la porte latérale. Le soleil m'a aveuglé, l'air frais m'a rempli les poumons. J'ai marché rapidement vers ma voiture, la tête baissée, les mains dans les poches, comme un voleur fuyant la scène du crime. Je suppose que j'en étais un. Je suis arrivé chez moi une demi-heure plus tard. Je me suis garé dans le garage, mais je ne suis pas descendu. Je suis resté assis là, les mains sur le volant, les photos sur mon téléphone, le poids du monde sur les épaules. J'avais réussi. J'avais les preuves. J'avais tout ce dont j'avais besoin pour arrêter Céleste, pour sauver Dario. Mais je me sentais vide, vaincu, parce que j'avais vu mon fils et mon fils m'avait vu, et aucun de nous deux n'avait rien dit. J'étais perdu dans mes pensées quand quelqu'un a frappé à la vitre. Remedios, ma voisine de toujours, une femme de 71 ans, aux cheveux entièrement blancs et aux yeux les plus bienveillants que j'ai jamais rencontrés. « Miguel », m'a-t-elle dit avec inquiétude, « tu as l'air terrible. » J'ai baissé la vitre. « Je vais bien, Remedios, juste fatigué. » Elle ne m'a pas cru. « Sors de cette voiture et viens chez moi. Je vais te faire un café et tu vas me raconter ce qui se passe. » Je n'ai pas eu la force de refuser. Je l'ai suivi jusqu'à sa maison, juste à côté de la mienne. Ça sentait la cannelle et le pain fraîchement cuit. Remedios a toujours été comme ça. Toujours à cuisiner, toujours à prendre soin de tout le monde. Je me suis assis dans son salon, sur le même fauteuil où je m'étais assis 1000 fois du temps de Graciela. Remedios m'a apporté du café et du pain sucré que je n'ai pas touché. Elle s'est assise en face de moi. Maintenant, parle. Et ne me dis pas que tout va bien, parce que je te connais depuis 30 ans. J'ai pris une profonde inspiration et je lui ai tout raconté. Tout depuis le début. L'appel de Dario, Rosa, Céleste, Fausto, Ambar, le sous-sol. J'ai parlé pendant près d'1 heure et Remedios ne m'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai eu fini, je me suis senti un peu plus léger. Remedios est restée silencieuse un instant, a pris une gorgée de son café, puis m'a regardé. « Miguel, sais-tu ce que je faisais avant de prendre ma retraite ?» J'ai secoué la tête. « J'étais avocate. J'ai travaillé 40 ans au parquet de l'État, spécialisé dans les fraudes. Des affaires exactement comme celle-ci. » J'ai senti mon cœur bondir. « Tu es avocate ?» Elle a hoché la tête. « Retraitée, mais j'ai toujours ma licence active et j'ai encore des contacts au parquet. Des gens qui me font confiance. » Elle s'est levée. « Montre-moi ces photos que tu as prises. »
Je lui ai donné mon téléphone. Remedios a mis ses lunettes et a commencé à examiner les photos une par une. Son expression a changé, sérieuse, concentrée. Je l'ai vu prendre des notes, zoomer sur certaines images, froncer les sourcils. « C'est de l'or », a-t-elle murmuré. « C'est exactement ce dont tu as besoin. Regarde ça. » Elle m'a montré une photo d'un contrat. « Cette signature n'est pas celle de ton fils. J'ai vu suffisamment de signatures falsifiées dans ma vie pour les reconnaître. La pression du trait, l'angle, la façon dont la lettre se termine, ce n'est pas la signature de Dario. C'est une falsification, et une mauvaise. » Elle a examiné d'autres photos. Et ceci, un contrat de cautionnement que, selon ce qui est écrit, ton fils a signé il y a 2 ans. Mais regarde la date du papier. Il a été fabriqué il y a 6 mois. Tu peux le savoir par le filigrane. Céleste a fabriqué ce document, et probablement beaucoup d'autres. J'ai ressenti de l'espoir pour la première fois depuis des heures. Cela signifie que Dario n'est pas coupable ? Remedios m'a regardé avec tristesse. Cela signifie que Dario est aussi une victime, et nous pouvons le prouver. Elle s'est levée. J'ai besoin de passer quelques appels. Me permets-tu mon téléphone ? Elle a composé un numéro. Martha, c'est Remedios Castillo. Oui, ça fait longtemps. Écoute, j'ai besoin d'une grande faveur. J'ai une affaire de fraude multiple avec des preuves solides et j'ai besoin que quelqu'un du parquet la voie. Une pause. Oui, je sais que tu es occupé, mais ça ne peut pas attendre. Je t'envoie des photos et quand tu les verras, tu comprendras pourquoi. Elle a raccroché. Martha est la procureure la plus intègre que je connaisse. S'il y a un moyen d'arrêter Céleste, elle le trouvera. 5 minutes plus tard, le téléphone de Remedios a sonné. Elle a écouté puis... Sérieusement, combien de plaintes ? Elle a écouté encore. D'accord, je lui dirai. Merci Martha. Elle a raccroché et m'a regardé. Il y a 6 plaintes antérieures contre une femme correspondant à la description de Céleste. Des noms différents, des villes différentes, mais le même mode opératoire. Toutes ont échoué faute de preuves. Mais maintenant, nous en avons, ai-je dit. Remedios a hoché la tête. Et beaucoup. Martha veut te voir demain, toi et toute autre personne ayant des informations. J'ai appelé Fausto. J'arrive, m'a-t-il dit sans hésiter. J'ai appelé Rosa. Elle a hésité, la peur. Puis elle a accepté. Pour Don Dario, m'a-t-elle dit, et pour la petite. J'ai essayé d'appeler Tobias, mais son téléphone était éteint. Il était probablement déjà parti, comme il l'avait dit. Cela n'avait pas d'importance. Nous avions ce qu'il fallait. Remedios a préparé plus de café, des sandwichs. Fausto est arrivé 1 heure plus tard. Rosa, 1 demi-heure après. Nous nous sommes tous assis dans le salon de Remedios et elle a expliqué le plan. Demain, nous irons au parquet. Nous allons déposer officiellement une plainte avec toutes les preuves et demander une ordonnance restrictive pour Céleste, ainsi qu'une protection pour Dario et Ambar. Mais nous devons être préparés. Quand Céleste saura que nous enquêtons sur elle, elle réagira, et ce sera dangereux. « À quel point dangereux ?» a demandé Fausto. Remedios l'a regardé droit dans les yeux. Cette femme a été impliquée dans des affaires où des gens sont morts. Ils n'ont jamais pu le prouver, mais les accidents étaient trop opportuns. Nous devons agir vite. Mon téléphone a sonné. Un message d'un numéro inconnu. « Miguel, je sais que tu as les photos, je sais que tu étais chez moi et je sais que tu prépares quelque chose. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu essaies de me nuire, tu le regretteras. J'ai ton fils, j'ai ta petite fille, et je peux les faire disparaître avant que tu ne puisses faire quoi que ce soit. Réfléchis bien. » Je n'avais pas besoin de signature. J'ai montré le message à Remedios. Son visage est devenu pâle. C'est une menace directe, cela change tout. Nous devons agir maintenant, cette nuit même. Elle a rappelé Martha. Nous avons besoin d'une protection policière immédiate pour un homme et une petite fille. C'est urgent. Rosa, qui était restée silencieuse jusqu'alors, a soudainement parlé. Sa voix tremblait. Il y a autre chose que vous devez savoir. Lupita m'a dit il y a 2 jours que Madame Gertrudis, la voisine, a vu des valises dans le garage de la maison de Don Dario. Et elle a entendu la petite fille demander à son papa s'il était vrai qu'ils allaient partir loin, très loin. Mon sang s'est glacé. Quand était-ce ? Rosa a réfléchi.
Avant-hier, mardi, Remedios s'est levé. Céleste prévoit de fuir. Elle prévoit d'emmener Dario et la petite hors du pays. Et nous devons l'arrêter avant qu'elle ne le fasse. Car s'ils partent, tu ne les reverras jamais. Fausto a frappé la table du poing. Elle ne peut pas s'en tirer encore une fois. Remedios a rappelé Martha. Peux-tu mettre une alerte dans les aéroports et aux frontières? Non. Céleste Montero, Dario Romero, Ambar Romero. Une pause. Oui, je comprends que tu as besoin d'une ordonnance. Travaille là-dessus. Elle a raccroché. Nous avons jusqu'à demain. Martha présentera le dossier devant un juge. Si le juge l'accepte, ils émettront des ordonnances de protection pour Dario et Ambar et un mandat d'arrêt pour Céleste. Mais nous avons besoin que Dario et Ambar soient en sécurité d'ici là. Elle m'a regardé. Miguel, crois-tu que ton fils t'écouterait si tu l'appelais? Crois-tu qu'il viendrait dans un endroit sûr? J'ai secoué la tête. Je ne sais pas. Nous n'avons pas parlé depuis 8 ans. Rosa a parlé. Mais il vous a protégé, don Miguel. Il n'a pas dit à la señora Céleste que vous étiez là. Cela signifie quelque chose. Elle avait raison. Dario m'avait protégé à sa manière, par son silence. Peut-être restait-il encore une partie de mon fils là-dedans? Une partie qui se souvenait de qui j'étais, de qui nous avions été. J'ai sorti mon téléphone et cherché le contact de Dario que je n'avais jamais effacé. Mes doigts tremblaient sur l'écran. Que lui dire? Ai-je demandé. Remedios a posé sa main sur la mienne. Dis-lui la vérité. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu sais qu'il est piégé et que tu as un moyen de le libérer, mais qu'il doit te faire confiance. J'ai écrit le message. Je l'ai relu 3 fois avant d'envoyer « Fils, c'est moi. Je sais que tu es en danger. Je sais ce qu'elle fait et je sais que tu as peur. Mais tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. J'ai des preuves, j'ai de l'aide et j'ai un moyen de sauver Ambar. S'il te plaît, fais-moi confiance une fois de plus, juste une fois, et je promets de tout arranger. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Papa. » Le message a été marqué comme livré, mais pas comme lu. Nous avons attendu. 5 minutes, 10, 15, rien. Peut-être ne le verra-t-il pas avant demain, a dit Fausto. Puis 3 points sont apparus. Quelqu'un était en train d'écrire. Le message est arrivé. 3 mots seulement. Dis-moi où. J'ai senti mon cœur s'emballer. Dario avait répondu. Mon fils voulait me voir. Remedios m'a retiré le portable des mains. Elle a lu le message. C'est bon, mais nous devons être intelligents. Ça ne peut pas être dans un endroit où Céleste a le contrôle. J'ai répondu « Demain à 10h du matin chez toi, mais j'ai besoin de te parler seul, sans elle. » Les 3 points sont apparus. Puis, je ne peux pas garantir qu'elle sera absente. Elle est toujours là. Remedios m'a dicté la réponse. Alors, emmène-la quelque part. Invente quelque chose. Un rendez-vous médical. N'importe quoi. Mais j'ai besoin d'une demi-heure avec toi, juste une demi-heure pour tout expliquer. La réponse? D'accord. À 10h. Mais dépêche-toi, je ne peux pas la retenir longtemps. Cette nuit-là, aucun de nous n'a dormi. Nous sommes restés dans le salon de Remedios à planifier chaque détail. Elle a rappelé Martha. Nous avons besoin d'un procureur de permanence demain matin, devant cette adresse. Oui, ça peut être dangereux. C'est pourquoi nous avons besoin de renforts. Elle a raccroché. Martha sera là avec 2 agents, cachés à l'extérieur. Ils n'interviendront que si tu leur fais signe ou s'ils entendent quelque chose d'alarmant. Rosa a pris la parole. Je veux y aller. Je veux être là quand cette femme devra faire face à la vérité. Remedios a secoué la tête. C'est trop dangereux. Mais Rosa s'est levée. Don Miguel a tout risqué pour sa famille. Je peux risquer un peu pour la vérité. J'ai vu des choses, je sais des choses, et je peux témoigner. Fausto a pris la même position. J'y vais aussi. Cette femme m'a tout pris. Je veux la voir tomber. Le vendredi à 9h du matin, nous étions tous prêts. Remedios avait préparé du café et des toasts que personne n'a mangé. J'avais mis la même chemise bleue que le premier jour, celle que Dario m'avait offerte, celle qui sentait l'espoir. Nous sommes partis dans 2 voitures. Martha était déjà là dans une voiture banalisée avec 2 agents en civil. Elle est descendue quand elle nous a vus arriver.
C'était une femme d'une 50aine d'années, sérieuse, au regard sévère. « Miguel Romero ?» J'ai hoché la tête. « Montrez-moi les preuves. » Je lui ai donné mon portable. Elle a examiné rapidement les photos. Son expression n'a pas changé. « C'est suffisant pour ouvrir une enquête formelle et probablement pour un mandat d'arrêt. Mais j'ai besoin que vous confirmiez certains détails à l'intérieur. Pouvez-vous le faire ?» J'ai hoché la tête. « Et si elle devient violente ?» ai-je demandé. Martha a touché son insigne à sa ceinture. Elle était armée. Je serai à 20 mètres. Si elle crie, j'entre. J'ai marché seul vers la maison. Les jambes tremblaient, mais j'ai continué. Rosa et Fausto sont restés dans la voiture avec Remedios. Martha et les agents se sont postés derrière des buissons, avec vue sur la maison. Je suis arrivé à la porte, j'ai respiré profondément, j'ai sonné. Des pas à l'intérieur. La porte s'est ouverte. Et elle était là. Céleste, vêtue de blanc cette fois, les cheveux lâchés, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Miguel », a-t-elle dit, sa voix comme du miel empoisonné. Quelle surprise. Dario ne m'a pas dit que tu venais. Mensonge. Elle savait que je venais, mais elle jouait la comédie, comme toujours. J'ai besoin de parler à mon fils. Ma voix est sortie plus ferme que je ne l'espérais. Céleste a penché la tête. Ton fils, c'est curieux. Tu ne l'as pas appelé comme ça depuis 8 ans. Elle s'est écartée. Entre, mais ne reste pas longtemps. Je suis entré. La porte s'est fermée derrière moi avec le son d'un piège qui se referme. Où est Dario ? Céleste a pointé vers l'étage. Dans sa chambre, nous avons un rendez-vous important aujourd'hui. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Ou peut-être pensais-tu que nous allions rester ici à attendre que tu fasses quelque chose de stupide ? Elle savait. Elle savait que j'avais les preuves. Je ne sais pas de quoi tu parles, ai-je dit. Elle a ri. Court, froid. S'il te plaît, Miguel, ne m'insulte pas. Je sais que tu étais dans mon sous-sol. Je sais que tu as pris des photos. Et je sais que tu crois pouvoir faire quelque chose avec ça. Elle s'est rapprochée. Ces photos ne prouvent rien. Et si tu t'avisais de les utiliser, je détruirais ton fils. Je lui enlèverais sa fille. Je ruinerais le peu qu'il lui reste. Alors je te suggère de faire demi-tour, de sortir par cette porte et de ne jamais revenir. Je ne partirai pas sans parler à Dario. Céleste a plissé les yeux. Alors tu vas devoir attendre, car je ne bougerai pas d'ici. Céleste, laisse-le entrer. La voix venait du haut des escaliers. Dario se tenait sur la première marche. Il avait l'air terrible, émacié, pâle, des cernes profonds, comme s'il n'avait pas dormi depuis des mois. Il portait une chemise froissée et un jean. Rien de l'homme impeccable que j'avais vu sur les photos. « Dario, ne sois pas ridicule », a dit Céleste. « Tu n'as rien à lui dire. » Dario a descendu une marche de plus. « Si, j'ai des choses à dire, et je vais le faire. » Il y avait quelque chose dans sa voix, de la détermination. Céleste la regardait avec fureur. « Si tu lui parles, tu le regretteras. » Dario s'est arrêté. La peur a traversé son visage. Puis il a tourné son regard vers moi et quelque chose a changé. « Je regrette déjà beaucoup de choses, » a-t-il dit. « Une de plus ne fera pas de différence. » Il a descendu complètement les escaliers. Il se tenait devant moi à 1 mètre de distance. 8 ans de silence entre nous. 8 ans de douleur. 8 ans de mensonges. « Bonjour, papa, » a-t-il dit. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. « Bonjour, mon fils, » ai-je répondu. « J'ai besoin que tu me regardes dans les yeux et que tu me dises une seule chose. » Dario a levé les yeux, les mêmes yeux que quand il était enfant, triste, perdu. « Crois-tu vraiment que je ne t'ai jamais aimé ? Crois-tu vraiment que j'ai choisi le travail plutôt que toi, plutôt que ta maman, plutôt que notre famille ?» Dario a ouvert la bouche, l'a refermée. Il a regardé Céleste, puis moi. « Papa, ce n'est pas le moment. » Je l'ai interrompu. « Réponds-moi, Dario. Après tout ce temps, après 8 ans de silence, je mérite une réponse. » Ses yeux se sont remplis de larmes. « Je ne sais pas quoi croire, » a-t-il crié. Sa voix sonnait brisée, désespérée. « Elle m'a dit que tu avais choisi le travail plutôt que nous, que maman avait souffert seule pendant que tu travaillais, que tu ne m'avais jamais cherché quand je suis parti, que je ne t'avais jamais assez importé. » J'ai sorti mon téléphone et ouvert ma boîte de messages. La conversation avec Dario,
que je n'avais jamais effacés. Des centaines de messages, tous envoyés, aucun lu, aucun auquel on avait répondu. Je le lui ai montré. Regarde la date du premier message, 3 jours après que nous ayons cessé de nous parler. Et regarde le dernier, il y a 2 semaines. 8 ans de messages, Dario. 8 ans à te demander pardon, à te supplier de me parler, à te dire que je t'aimais. Et tu sais quoi? Aucun de ces messages n'a jamais été lu, parce que tu ne les as jamais vus. Dario a saisi mon téléphone, a commencé à lire. Son visage est devenu blanc. Non, ce n'est pas possible. Je n'ai jamais reçu ces messages. Je vérifiais mon téléphone tous les jours. Il s'est tourné vers Céleste. Qu'est-ce que cela signifie? Céleste a croisé les bras. Ce sont des faux. N'importe qui peut modifier des captures d'écran. Dario a secoué la tête. Non, ceux-ci ont des horodatages, ils ont tout. Sa voix a monté. Tu as effacé ces messages? Ne sois pas ridicule, a dit Céleste. Mais sa voix a vacillé. Juste une seconde. Suffisamment. Alors j'ai entendu la porte latérale s'ouvrir. Rosa est entrée. Elle avait attendu dehors, prête à entrer au bon moment. « Ils ne sont pas faux, Don Dario », a-t-elle dit d'une voix ferme. « Je les ai vus pendant des années. Chaque fois que votre papa vous envoyait un message, la Señora Céleste prenait votre téléphone pendant que vous dormiez et les effaçait tous avant que vous ne vous réveilliez. » Dario est resté glacé. « Rosa, qu'est-ce que tu fais ici ?» Rosa s'est avancée vers lui. « Je suis venue dire la vérité que j'aurais dû dire il y a des années, mais j'avais peur. Peur qu'elle me déporte, peur de tout perdre. » Elle a regardé Céleste avec mépris. « Mais je n'ai plus peur d'elle, parce que ce qu'elle fait est pire que tout ce qui pourrait m'arriver. » Céleste a fait un pas vers Rosa. « Fiche le camp de ma maison maintenant. » Rosa n'a pas bougé. « Ce n'est pas votre maison, c'est la maison que Don Miguel a construite, et que vous avez volée avec tout le reste. » Dario s'est laissé tomber sur le canapé. Il avait toujours mon téléphone dans les mains. Il continuait à lire les messages, les larmes coulant sur ses joues. « Tout ce temps, a-t-il murmuré, tout ce temps j'ai pensé que je ne t'importais pas, que tu m'avais oublié. Et maintenant, j'apprends que tu as essayé des centaines de fois. Et elle m'a volé ça. » Il a levé les yeux vers Céleste. Il n'y avait plus de peur dans son regard, seulement de la rage. « Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça ?» Céleste a lâché un rire amer. « Parce que j'avais besoin que tu sois isolé. J'avais besoin que tu n'aies personne d'autre que moi. Comme ça, tu es plus facile à contrôler. » Elle l'a dit avec une telle désinvolture, comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Dario se leva. « Tu m'as manipulé depuis le début. » Céleste ne répondit pas. Elle le regardait de ses yeux froids. « Réponds-moi, » exigea Dario, sa voix montant. « Tout ce que nous avons eu était un mensonge. » Céleste sourit. Un sourire cruel. « Pas tout. Ambar est réel, et je vais l'utiliser pour te détruire si tu oses me quitter. » C'est alors que nous entendîmes une petite voix depuis les escaliers. « Maman !» Nous nous sommes tous retournés. Ambar était debout sur la 3e marche, dans son pyjama de lapin, les cheveux en bataille, les larmes aux yeux. « Que se passe-t-il? Pourquoi criez-vous » Ses mains tremblaient. Elle paraissait si petite, si fragile. Dario courut vers elle. « Ambar, mon amour, retourne dans ta chambre. » Mais la petite fille ne bougea pas. Son regard s'arrêta sur moi. « Tu es mon grand-père » demanda-t-elle. Sa voix n'était qu'un murmure. « Le vrai grand-père » Je sentis le monde s'arrêter. C'était la première fois que ma petite fille me parlait, la première fois qu'elle me reconnaissait comme son grand-père. « Oui, » réussis-je à dire, « je suis ton grand-père. » Ambar descendit une marche. « Maman a dit que tu étais méchant, que tu ne nous avais jamais aimés, que c'est pour ça que tu ne venais jamais. » Avant que je ne puisse répondre, Céleste attrapa Ambar par le bras. Fort, trop fort. La petite fille cria de douleur. « Allons-y !» lui dit Céleste. Mais Ambar se dégagea avec force et courut. Elle courut vers moi, s'accrocha à mes jambes et cria « Je ne veux pas partir, je ne veux pas partir avec elle. » Céleste resta figée. Pour la première fois depuis que je la connaissais, je vis de la panique dans ses yeux. Une vraie panique.
La petite fille, son arme la plus puissante, venait de se retourner contre elle. « Ambar, lâche cet homme tout de suite », ordonna Céleste. Sa voix n'était plus douce, elle était dure, menaçante. Mais Ambar ne fit que me serrer plus fort. « Non », dit la petite fille. Sa voix était petite mais ferme. « Tu m'as menti. Tu m'as dit que mon grand-père ne m'aimait pas. Mais lui, il m'aime, je peux le sentir. » La porte principale s'ouvrit brusquement. Martha entra avec les 2 agents. « Céleste Montero, » dit-elle en montrant sa plaque. « Nous avons un mandat pour vous interroger sur de multiples cas de fraude. Vous devez venir avec nous. » Céleste pâlit. « C'est ridicule. Vous ne pouvez pas entrer comme ça chez moi. » Martha sourit sans humour. « Nous avons un mandat signé par un juge il y a 20 minutes et suffisamment de preuves pour procéder à votre arrestation. » Céleste tenta de fuir vers la porte arrière, mais l'un des agents la bloqua. « Ne rendez pas les choses plus difficiles, madame. » Céleste se retourna comme un animal acculé. « C'est ta faute, » me cria-t-elle. « Tout était parfait jusqu'à ce que tu apparaisses. Nous avions tout planifié. » Dario la regardait avec un mélange d'horreur et de tristesse. « Qu'aviez-vous planifié exactement ?» Sa voix semblait morte. Céleste rit, un rire hystérique. « Tu veux savoir ? D'accord. Nous allions faire en sorte que ton père signe comme garant de tes dettes. Ensuite, il allait avoir un accident, une crise cardiaque naturelle. Rien de suspect. Et toi, tu allais tout hériter, et moi, j'allais tout contrôler, comme toujours. » Le silence qui suivit fut sépulcral. Dario porta les mains à sa bouche. « Tu allais faire du mal à mon père, » murmura-t-il. Ce n'était pas une question. C'était une prise de conscience. Une horrible prise de conscience. Et moi, j'allais t'aider sans le savoir. Il tomba à genoux. Tout son corps tremblait. « Mon Dieu, qu'ai-je fait ?» Les agents menottèrent Céleste. Elle continuait à crier, à menacer, mais cela n'avait plus d'importance. Martha s'approcha de moi. « Il y a plus », me dit-elle à voix basse. « Ce matin, un homme s'est présenté au parquet. Tobias Montero, le frère de la suspecte, a apporté d'autres preuves, des documents qu'elle gardait ailleurs, et il est prêt à témoigner contre elle. » Je ressentis un soulagement immense. Tobias avait tenu sa promesse. Remedios entra alors, suivi de Fausto et Rosa. Elle s'approcha de Dario, qui était toujours à genoux sur le sol. « Fils » lui dit-elle d'une voix douce. Dario la regarda sans comprendre. « Mon nom est Remedios Castillo. Je suis avocate et je suis là pour vous aider. » Dario secoua la tête. « Je ne mérite pas d'aide. J'ai fait des choses terribles. » Remedios s'agenouilla à côté de lui. « Je sais, mais je sais aussi que vous avez été manipulé, contrôlé. Votre signature a été falsifiée sur plusieurs documents. Votre épouse vous droguait et vous menaçait de vous enlever votre fille. Vous êtes aussi une victime, Dario, et nous allons le prouver. » Je me suis approché de mon fils. Je me suis agenouillé devant lui malgré la douleur dans mes genoux. Je l'ai pris par les épaules. « Regarde-moi. » Dario a levé les yeux. Les siens étaient rouges, détruits. « J'ai besoin de te raconter quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années. Te souviens-tu, il y a 9 ans, quand tu avais des problèmes d'argent, quand tu jouais et perdais ?» Dario s'est raidi. « Comment sais-tu cela ? Parce que j'ai payé ses dettes, toutes. Presque 2 millions de pesos. Ta maman est venue me voir, désespérée. Elle m'a supplié de t'aider, mais de ne rien te dire, de ne pas t'humilier. Alors j'ai travaillé le double, le triple. J'ai vendu mon camion. J'ai hypothéqué notre maison. Tout ça pour te sauver sans que tu le saches. » Les larmes ont commencé à couler des yeux de Dario. « C'est pour ça que tu travaillais tant. C'est pour ça que tu n'étais jamais à la maison. » J'ai acquiescé. « C'est pour ça que, quand ta maman s'est lassée de me voir travailler jour et nuit, quand elle est partie, tu n'as vu qu'un père absent. Tu n'as jamais su que j'étais en train de te sauver. » Dario s'est effondré. Il a pleuré comme un enfant, comme l'enfant qu'il avait l'habitude d'être. « Je suis désolé, » sanglotait-il. « Je suis tellement désolé, papa. Désolé pour tout. De t'avoir haï, de t'avoir éloigné de ma vie, d'avoir cru à ses mensonges, d'avoir failli laisser qu'elle te fasse du mal. » Je l'ai serré dans mes bras. Après 8 ans, j'ai de nouveau serré mon fils dans mes bras.
et il m'a rendu l'étreinte, fort, comme s'il avait peur que je disparaisse. « C'est fini, lui ai-je murmuré. Tout est fini. » Puis j'ai senti de petites mains tirer ma chemise. C'était Ambar. Ses yeux étaient remplis de larmes. « Abuelo », a-t-elle dit. Ce mot m'a frappé en plein cœur. C'était la première fois qu'elle m'appelait ainsi. « Oui, mon amour. » Ambar m'a regardé. « Pourquoi n'es-tu pas venu avant ? Je t'ai attendu si longtemps. » Je me suis agenouillé devant elle. J'ai pris ses petites mains dans les miennes. « Parce que je ne savais pas que tu m'attendais, mon amour. Mais maintenant que je le sais, je ne te laisserai plus jamais seul, je te le promets. » Ambar m'a serré dans ses bras, et je l'ai serré à mon tour. Ma petite fille. Les jours suivants furent un tourbillon. Céleste fut formellement accusée de fraude multiple, d'extorsion et de tentative d'homicide. Tobias témoigna contre elle, fournissant des documents qui prouvaient des années d'escroquerie. Fausto témoigna également, ainsi que Rosa et d'autres hommes qui avaient été victimes de Céleste et qui avaient enfin trouvé le courage de parler. Le juge refusa la libération sous caution. Céleste resta en détention en attendant son procès. Dario emménagea temporairement chez moi avec Ambar. Remedios nous aida avec toutes les démarches légales, la garde de la petite, la défense de Dario en tant que victime. Ce fut un processus long, douloureux, mais nécessaire. Dario commença une thérapie 2 fois par semaine. Les pilules que Céleste lui donnait l'avaient rendu dépendant. Il dut suivre un traitement de désintoxication. Ce furent des semaines difficiles. Mais j'étais là, chaque jour, chaque nuit, comme j'aurais toujours dû l'être. Rosa reçut une aide juridique pour régulariser sa situation migratoire. Remedios connaissait des avocats spécialisés qui traitèrent son dossier gratuitement. Cela prit des mois, mais Rosa obtint finalement sa résidence légale. Elle pleura de bonheur le jour où elle reçut ses papiers. Fausto commença lui aussi à reconstruire sa vie. Avec les preuves que nous avions, il put poursuivre Céleste au civil. Il récupéra une partie de l'argent qu'il avait perdu. Pas tout, mais suffisamment pour quitter l'appartement misérable où il vivait et en louer un meilleur. Il commença même à renouer avec ses enfants qu'il avait abandonnés. Ce fut lent, mais il y avait de l'espoir. Et l'espoir était tout ce dont nous avions besoin. Quant à moi, je suis redevenu abuelo. Ambar venait chez moi 3 fois par semaine. Je lui apprenais à cuisiner, nous regardions des films ensemble, je lui lisais des histoires avant de dormir quand elle restait la nuit. Toutes ces choses que j'aurais dû faire depuis sa naissance, toutes ces choses qu'on m'avait volées. Mais je ne me suis pas attardé sur l'amertume. Je me suis concentré sur le présent, sur le cadeau de l'avoir maintenant. 3 mois après l'arrestation de Céleste, nous étions tous dans le salon de ma maison. C'était un dimanche, jour de repas en famille. Dario avait cuisiné. Il apprenait de nouveau à vivre, sans pilule, sans contrôle, sans peur. Rosa était là, avec ses 2 enfants. Fausto avait apporté le dessert. Remedios était assise dans son fauteuil préféré, racontant de mauvaises blagues qui faisaient rire Ambar. Et je regardais tout cela. Je regardais ma famille brisée qui était en train de guérir. Nous n'étions pas parfaits. Dario avait encore de mauvais jours, des jours où la culpabilité l'écrasait, des jours où il ne pouvait pas sortir du lit. Mais j'étais là, lui rappelant qu'il n'était pas seul. Ambar faisait des cauchemars. Elle se réveillait en pleurant, demandant sa maman, et je la serrais dans mes bras en lui expliquant que sa maman était malade, qu'elle avait fait de mauvaises choses, mais que nous l'aimions et que nous allions bien. Finalement, elle comprendrait. Pour l'instant, elle avait seulement besoin de se sentir en sécurité, de se sentir aimée. Le procès de Céleste fut rapide. Avec toutes les preuves, avec tous les témoins, elle n'eut aucune défense. Elle fut condamnée à 20 ans de prison. Quand j'entendis le verdict, je ne ressentis ni joie ni victoire, seulement de la tristesse. Tristesse pour toute la douleur qu'elle avait causée, pour toutes les vies qu'elle avait détruites, pour mon fils qui avait dû vivre avec elle, pour ma petite fille qui avait grandi avec une mère qui ne l'avait jamais vraiment aimée. Dario était présent au procès. Quand Céleste fut condamnée, elle le regarda et lui dit « C'est ta faute. Tout est ta faute. » Dario ne répondit pas. Il se retourna simplement et marcha vers moi.
Il me prit la main et nous sortîmes ensemble. Ensemble, comme nous aurions toujours dû l'être. Cette nuit-là, Dario et moi nous sommes assis sur le porche de ma maison, avec du café et un silence confortable entre nous. « Merci », me dit-il soudain. « Merci de ne pas avoir abandonné. Merci d'avoir continué d'essayer, même quand je ne répondais pas. Merci de m'avoir sauvé alors que je ne savais même pas que j'avais besoin d'être sauvé. » Je lui ai serré l'épaule. C'est ce que font les pères, mon fils. Ils n'abandonnent jamais. Aujourd'hui, 6 mois après tout cela, je regarde ma vie et je vois quelque chose que je ne m'attendais pas à voir. La paix. Pas une paix parfaite, mais la paix enfin. Dario a son propre appartement maintenant. Petit, mais le sien. Ambar passe les week-ends avec moi et la semaine avec son papa. Nous avons une routine. Nous avons de la stabilité. Nous avons de l'amour. C'est plus que ce que je pensais que nous aurions quand tout cela a commencé. Parfois, une famille ne se brise pas par manque d'amour. Elle se brise par manque de vérité. Et quand quelqu'un utilise cette fissure pour y injecter du poison, tout est contaminé. Mais j'ai appris quelque chose ces derniers mois. Il n'est jamais trop tard pour se battre pour ceux qu'on aime. Même si tu as 68 ans, même si ton fils t'a haï pendant des années, même si tout semble perdu. Car le véritable amour n'abandonne pas, ne se fatigue pas, ne s'en va pas. Il attend seulement. Il attend le bon moment pour revenir. Et quand il revient, il guérit tout ce que la haine a brisé. Ambar m'a demandé hier, « Papy, est-ce que ça va aller ?» Et je lui ai répondu avec une totale honnêteté, « Oui, mon amour, nous allons déjà bien. » Et toi, as-tu déjà découvert que quelqu'un avait menti sur toi pour te détruire? Comment as-tu fait face? As-tu trouvé la force de te battre pour ta vérité? Si cette histoire t'a touché le cœur, laisse-moi un commentaire ci-dessous en me racontant ton expérience. Laisse un like si tu penses que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre cela. Et abonne-toi, car chaque jour je partage des histoires vraies comme celle-ci. Des histoires de douleur, mais aussi d'espoir. Des histoires qui nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls dans nos batailles. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. À la prochaine histoire. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like. Écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.